Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 70. Aïe aïe, Benz! Un chiffron. Un chiffron, puis Christine, une semaine incroyable. On a des bons films, je pense qu'on a un gros bloc qui va être intéressant. Oui. Parce que j'ai. C'est ça, ça va être bon, ça va être bon. De Un Northman, très, ça va un être très bon. gros bloc. Ouais. Un très gros bloc, puis j'ai comme deux films qui viennent rejoindre un peu ce film. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que j'ai regardé deux films cette semaine, puis ben, ça vient pas absolument rejoindre en détail, mais il y a quand même une belle connexion à faire entre les trois films. Fait que c'est quand même incroyable parce que je m'attendais pas du tout à ça, Ben. OK. Fait que tout est relié à tout. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Tout est dans tout, puis regarde. Là, comme je te disais, on part avec mon film bizarre. Là. Ouais, passez avec ton film bizarre, là. OK. Ton film de jeune, ton film pour enfants. Comme ça, on va le mettre de côté, puis après, ça va être fait, puis c'est correct. On aura jasé. J'ai regardé High School Okay, Musical. Tu veux pas en jaser longtemps de ça? C'est quoi? Ben, tu sais, à moins que tu aies des choses tant que ça à dire, moi, je peux en parler un petit peu. High School Musical. Le premier de 2006. Ouais, Avec, je connais pas la date, là, mais... Avec une jeune Vanessa Hudgens, puis Zac Efron, puis tout. Là, je veux juste dire, j'ai pas regardé ça, parce que je me suis dit, c'est une bonne idée, je vais regarder ça, ça va être le fun. Tu sais. J'ai une raison pourquoi j'ai regardé ça. C'est parce qu'au travail, j'ai une amie qui a genre 17 ans, puis là, j'essaie de se parler de film, puis elle connaît rien, puis elle s'en crisse raide, puis genre, c'est correct, là, tu sais. Mais elle m'a dit qu'elle écoutait High School Musical. Je me suis dit, OK, mais regarde, j'ai dit, je vais l'écouter, puis on va pouvoir en jaser, puis tout. Fait que ça va être le fun. Puis à cause de ça, je l'ai écouté, puis c'est ça. Mais en plus, c'est un vieux film, là, ça. C'est. Ben, tu sais, mettons, en 2006, j'étais en 6e année au secondaire 1. Fait que en plus, c'est comme dans nos âges. Ben, c'est ça. C'est. Moi, tu sais, ça jouait à Vrac TV, là, dans le temps que Vrac TV, c'était bon, là. Mais. Mais, tu sais, elle, quand elle est plus jeune que toi, là, elle. Elle a 17 ans. Ben, c'est ça. Fait que, c'est quand même bizarre qu'elle connaisse ça. Mais... Ben, c'est parce que sur Disney, ils ont sorti une série aussi, je pense, à High School Musical. Ouais. C'est ça, j'allais dire. C'est peut-être la série qu'elle parlait. Peut-être, mais c'est sûr, je regarde pas ça. OK. Ben, j'ai même pas vu l'annonce de la série, mais je suis sûr que c'est poche. Ben, tu sais, c'est plus Vanessa Hudgens. C'est quoi l'intérêt, là? Ouais, ben, c'est ça. Ben, ils ont fait 3 films. Moi, j'ai vu les 3, là, parce que j'aimais bien Vanessa Hudgens. Puis, je te dirais, le 2, il est quand même le fun là, à regarder, parce que c'est comme durant l'été, fait que ça a un lien aussi avec ta job, tu sais, s'ils s'en vont jouer au golf, puis, tu sais, c'est le fun. Ben, tu sais... je serais pas malhonnête, puis je vais dire que j'ai quand même eu du plaisir à le regarder. C'était pas désastreux. mes attentes étaient basses, là, mais comme j'ai eu du plaisir, Ouais. puis on sentait que c'est quétaine comme film, ça reste un téléfilm, Ben oui. puis c'est un peu mal fait, là, mais c'est le fun. C'est une petite histoire d'amour que le genre de bum du secondaire qui est un jock qui joue au basket, qui est comme le major de basket, qui est comme corrompu par la fille, puis qui veut faire de la chanson, puis un petit peu d'amour. Là. C'est beau. Ouais, ben, tu vois, c'est un peu. Ça revient un peu à du Shakespeare. On va en parler un peu plus tard, mais ça fit quand même dans le mode shakespearien. Puis, le gars qui veut se faire passer pour un tough, finalement, il y a des émotions, finalement. Puis, il est amoureux d'une fille qui chante. Puis, c'est les femmes qui corrompent. Moi, je suis zéro comédie musicale. Fait que c'est sûr que ce film-là, je ne l'ai pas regardé pour les comédies musicales. Là, puis, à chaque fois que ça chante, j'étais comme, ah non, c'est plate. Mais non, c'est sûr, c'est quand même bien joué. T'sais, pour un film pour jeunes, pour adolescents, c'est quand même bien. Là, pour l'époque, ça l'est sorti aussi. Là. Ah, ben oui, j'en doute pas. Là. Mais ça fait un job. Là. Ouais, non, mais c'est sympathique. Là. Écoute, ouais. je veux pas détruire le film, là. C'était pas de la merde. Mais c'est sûr que tu vois vraiment quand tu vois Zac Efron à son premier grand rôle comme ça, comparé à ses derniers films qu'il a fait, il y a quand même eu pas mal d'évolution dans son jeu d'acteur. Puis, il est devenu quand même un... C'est quoi la série, c'est le tueur en série, c'est Netflix qu'il a fait? Là? Ouais, Ted Bundy. Ah, c'était mauvais, ça. Là. C'était pourri, ouais. raide, là. Moi, je l'ai pas vu, là. Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai vu... c'était quoi déjà? En tout cas, j'ai oublié le nom. Dans Baywatch. Tu sais, le film, c'est vraiment à chier, ce film-là. Mais je trouve Zac Efron, son rôle, il joue quand même très bien. Tu sais, ou Nate Bohr,
Neighborhood. Ou, non, c'est Neighbor, je pense, c'est voisin, là, avec Seth Rogen, Rogen. ouais. Avec Chloé Mais Grace Moretz. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même très bien joué, là. Tu sais, Zac Efron, il joue quand même un rôle qui est semblable dans tous ses films, là, mais j'ai hâte de le voir dans c'est Charlie. C'est comme un remake de Charlie Oui. de 1980. Là. C'est basé sur un livre de Stephen King. Fait que j'ai hâte de voir ça. Là, ça va être bon. Peut-être qu'il va éclore comme Robert Pattinson il a fait, puis il va faire des gros films d'auteur. Ah, possible! Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Mais je sais qu'il a sorti un autre film aussi qui n'a pas joué au cinéma, mais qui est sorti directement en vidéo. Là. C'est comme il est pogné dans le désert, puis en tout cas, dans l'annonce, ça avait l'air d'être un gros jeu d'acteur, mais j'ai pas vu le film, fait que je peux pas le dire. Je sais pas de quoi tu parles, en tout cas. Ça fait un job. je connais pas le titre. En tout cas, Zac Efron a surveillé. Ouais, puis High School Musical, si quelqu'un a le goût d'écouter ça, allez-y, c'est sympathique. Là, Vanessa, as-tu fait, tu sais, dernièrement, je pense, Spring Breaker, là, mais... ça fait quand même, c'est 2012, Spring Breaker, ça fait quand même 10 ans. Ben, c'est ça fait longtemps, là. Je l'avais dit, je pense qu'elle avait fait un film avec Jennifer Lopez il y a quelques années. Elle jouait comme sa fille, là. Ben, je pense qu'il y a 2-3 ans. Son dernier film, c'est La princesse de Chicago en quête de l'étoile. Je sais pas c'est quoi. La princesse de Chicago. Mais elle jouait dans Tic Tic Boom. Ah, c'est vrai? Ouais. J'espère que c'est bon. Elle joue dans Bad Boys for Life. Ah oui, c'est vrai. Elle a un petit rôle, là. Bon, un petit rôle. Elle est quand même badass, là, mais... Machete Kills, 2013. Ouais, un petit rôle de cul. C'est ça. Mais sinon, non, je sais pas. C'est toutes des affaires par rapport. Bon, ça fait un job, tu sais. Quand même bonne. Dans Spring Breaker, c'était 40, là. Ben oui. Ouais. Le deuxième voyage avec The Rock. Je sais pas c'est quoi. C'est la suite de Voyage au centre de la Terre. OK. Là, ils ont comme tassé Brendan Fraser pour mettre The Rock. Puis là, elle joue comme une fille qui va à l'aventure avec eux. Là. C'est quand même plaisant. Un autre film pour enfants. Là. OK. Mais en tout cas, ça fait le tour pour High School Musical. Ça fait le tour. Ah ouais. C'est quoi ta chanson favorite? Moi, c'est la danse quand ils jouent au basket, tous les gars, puis ils se mettent à chanter. Je comprends que c'est ça. Je pourrais pas te dire, j'ai pas de souvenir, là, mais j'imagine que ouais, ils dansent tous ensemble. Là. Ah, ben c'est le fun. Tu parlais de ça avec Red. Ouais, je vais écrire juste pour ça. Ah ouais. Excellent. Aïe, bon film. Bon film. Ouais. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, Ben. Là, ça va faire là, les plaisanteries. Là. On va-tu dans le gros bloc tout de suite ou on attend? Tu veux-tu aller dans le gros bloc, toi? On peut aller dans le gros bloc, je suis prêt. Parce que le gros bloc, j'ai 2 autres films, justement, comme je te disais, qui sont reliés. Fait que si tu veux, je parle de mes 2 autres films avant. Ouais, vas-y. On finit avec le gros bloc, ça va être le fun. C'est bon, vas-y. Toi, t'as combien de films, là? T'as-tu pas mal de films? J'ai... Bon, il sort sa liste. Mettons, j'ai comme 3 autres blocs plus Northman. OK, ben c'est écœurant. Je peux parler d'un film, puis tu parles d'un autre film, puis après ça, on ira dans le bloc. Là. OK, c'est bon. OK. J'ai été au cinéma cette semaine. J'ai été 3 fois au cinéma. Ouais, j'étais un passionné. Au début de la semaine, j'ai été voir Norbourg. Donc, film québécois. Maxime Giroux, qui est un grand cinéaste québécois aussi. Là. Oui. Simon Lava au scénario, en plus, grand cinéaste aussi. Là. Oui, puis François Arnault, un grand acteur quand même. Vincent Guillaume Otis. Oui. Dans Série Noire, il était bon. C'est pas de la petite bière. Oui, puis ça a l'air, il est bon dans District 31, mais j'ai pas écouté ça. Mais ça a l'air que les mamans l'aiment bien, en tout cas. Norbourg, j'ai pas tant... je connaissais pas tant cette histoire-là. Je sais que c'est comme... c'est un scandale là, de finances, puis une fraude, là, une des plus grosses fraudes là, qu'il y a eu au Québec. C'est un peu... c'est un peu bizarre comment le film a été écrit, je trouve, parce que je te disais, je l'ai pas tant aimé, le film, parce que j'ai rien compris, dans le sens que on le sait c'est quoi la fraude qu'ils font, mais
c'est un peu dans le même style que le Loup de Wall Street, si tu veux. Là. Ils vendent des actions, puis finalement, ils volent l'argent. Puis, c'est la firme qui s'appelle Norbourg. Mais dans le film, ça commence direct que c'est comme si la fraude était déjà enclenchée, puis que, tu sais, là, t'as comme Guillaume Otis qui lui quitte, lui, c'était un agent justement qui inspectait, là, qui investiguait dans ces finances-là. Là. Puis finalement, il quitte sa job pour aller travailler pour Norbourg parce qu'il y a eu un contrat par François Arnault qui joue Lacroix. Vincent Lacroix, qui était le PDG de Norbourg. Puis dans le fond, il sait qu'il y a de la crosse qui se fait là. Fait qu'il est allé travailler pour Norbourg pour se mettre plus d'argent dans les poches, si tu veux. Fait que, tu sais, ça commence que la fraude est déjà enclenchée, puis c'est pas expliqué qu'est-ce qu'ils font exactement, puis c'est pas expliqué, tu sais, en détail comment ils s'y prennent pour frauder les gens. C'est juste qu'il y a beaucoup de soupçons de l'inspection, si tu veux, là, de ceux qui viennent investiguer dans la firme, parce qu'ils voient que les chiffres ne correspondent pas, puis c'est un peu de croche. Puis, tu sais, là, c'est un peu... Ça commence direct dans l'action comme ça. Puis tout le long du film, ben, c'est juste le nouveau employé, si tu veux, qui essaye de cacher les mauvais chiffres, puis, tu sais, de faire la fraude, justement. Puis là, t'as Vincent Lacroix qui est là pour... il se fâche, puis là, il dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis là, finalement, ils s'en vont aux danseurs tout le temps, dépenser plein de cash, puis là, ils s'en vont boire. Puis, tu sais, ça se passe vite. Là. Le film, il dure 2 heures. C'est quand même un long temps là, pour un film. Puis, au Québec, des films de cette longueur-là, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent des 1h30 puis ça finit là. Ben, c'est ça, exact. Mais le temps a tellement passé vite parce qu'on dirait que tu es dans l'action dès le départ. Puis, ben, dans l'action, je veux dire, on dirait le film, quand il commence, il est déjà commencé depuis 1 heure. Puis là, comme tu comprends rien, parce qu'il n'y a rien qui est expliqué en détail, tu sais. De c'est quoi la fraude exactement, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça, on sait que c'est à cause du cash, mais j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de détails sur le personnage en tant que tel. Vincent Lacroix, c'est un petit crosseur, il a crossé plein de monde, mais on n'a pas tant de détails sur sa vie personnelle à lui. C'est plus la vie du personnage, j'oublie son nom, mais c'est le personnage Éric Asselin. Ah, ouais, c'est ça. Éric, OK. tu connais ça, Norbo? Ben, j'ai vu la bande-annonce, que je m'en rappelle. Ben, Éric Asselin, qui est joué par Guillaume Vincent Guillaume Otis. Ouais, Vincent, excusez. Lui, Éric Asselin, là, comme c'était le nouveau employé, si tu veux, de la firme, et il connaissait toutes les fraudes qu'il faisait. Puis tu suis plus sa vie à lui parce que c'est grâce à lui si... ils ont pu arrêter Vincent Lacroix. C'est comme lui qui a joué Agent Double. Fait que t'as une longue partie du film où est-ce que il est comme entre deux. Il parle aux polices, il parle à Vincent Lacroix, puis comme il joue, si tu veux, le gars infiltré, là, parce qu'il n'a pas le choix de jouer ça. Mais lui, dans le fond, c'est un crosseur aussi parce que lui, il a eu peur à la dernière minute, fait qu'il a voulu donner des informations, mais il n'a jamais été poursuivi, lui, il n'a rien fait, mais on le sait qu'il s'est fait du cash à quelque part. Mais sinon, le film, il y a comme. On dirait qu'il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Ben, il n'y a pas d'émotions pantoute. C'est juste des hommes d'affaires qui font la fête avec du cash. Puis après ça, il y en a un qui a peur. C'est comme rendu un thriller, si tu veux. Là. Mais le style de thriller québécois, c'est pas les meilleurs thrillers. Mais il n'y a rien non plus qui nous fait. Je parlais avec mon ami, mettons, du Loup de Wall Street. C'est sûr, le Loup de Wall Street dure 3 heures. Là. Il y en a en masse du temps pour raconter c'est quoi la vie de ce gars-là exactement. Mais on a quand même beaucoup d'émotions sur le personnage en tant que tel. Puis, comme comment il a fait son business, puis comment il l'a perdu, puis qu'est-ce qu'il est devenu après. T'sais. C'est sûr que là, est-ce qu'on veut savoir qu'est-ce que Vincent Lacroix est devenu après? Pas vraiment. Est-ce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il était avant? Comment il s'est bâti ça? Comment il est devenu crosseur comme ça? Oui, ça, on aurait aimé ça le savoir, mais on n'a pas plus de détails. Peut-être qu'ils prennent pour acquis que c'est comme ancré dans l'univers québécois, que tout le monde sait c'est qui Vincent Lacroix, puis qu'est-ce qui s'est passé aussi. Oui, ben j'imagine. Parce que le film, c'est vraiment ça. Ça commence que la fraude est déjà enclenchée.
tu vois un monsieur, justement, de Norbeau qui parle avec un vieil homme, tu sais, puis il est en train de le crosser, mais là, le vieil homme, il fait confiance, fait il donne son argent et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pour montrer aussi l'espèce de naïveté qu'il allait surtout chercher des vieilles personnes, tu sais, des personnes âgées qui ils voulaient juste faire confiance à quelqu'un pour leur argent, puis finalement, ben, tu sais, ils ont tout perdu, là. Il paraît que, tu sais, comme du moment que tu sens les taux se resserrer sur eux puis qu'ils savent qu'ils vont se faire pogner, il paraît que c'est vraiment fascinant, là, mais je sais pas. Ben non, pas tant. Là. Bon, ok. Pour vrai, j'ai vu vraiment mieux là, dans d'autres films. Okay. C'est sûr que c'est un bout le fun quand ils découvrent que là, ça se resserre et tout, mais ils disent dans le film, ah là, les taux se resserrent. Je veux dire, c'est comme. C'est une scène un peu normale, là, du genre, OK, les flics s'en viennent, il faut qu'on détruise tous les papiers, puis ils déchèquent tout. Mais c'est vraiment cliché, je trouve, là, comme. C'est cliché comme film, dans le sens que un film de la finance, de la crosse comme ça, on a déjà vu ça. Là. Mais bref, j'ai pas été abasourdi par ce film-là. Mais c'est sûr que ça va faire un succès parce qu'il y a tellement de monde qui ont vécu ça, qui l'ont vécu à la télé ou qui l'ont vécu personnellement. Puis, comme on se disait, c'est sûr que les gens qui l'ont vraiment vécu personnellement, c'est sûr qu'eux, ils vont soit être choqués par voir ça, ou bien ils vont aimer ça, le voir se faire arrêter à la fin, puis voir comment ça a fini. Là. Mais le gars, il a fait 3 ans de prison, puis après ça, il est libéré. Là. Je sais. C'est le fun d'avoir de l'argent. Hein? Il est sûrement dans la salle, puis il voit ça, puis il rit, puis il est comme « Ah, ben j'ai fait du cash pendant une année. » C'est le fun d'avoir de l'argent. Mais ouais. Mais sinon, c'est ça. C'était un peu décevant parce que je m'attendais à une histoire un petit peu mieux ficelée. Mais peut-être que d'autres gens vont trouver leur compte aussi. Là. Moi, je sais que ma mère est allée voir avec une de ses amies, puis ils n'ont pas tant compris non plus. Les parents sont un petit peu plus proches de cette histoire-là, pour certains. Ils l'ont plus vécu que nous, en tout cas. Là. Fait que... Mais c'est sûr que ça avait l'air de vendu comme un film populaire québécois. Mais ça reste Maxime Giroux, Simon Lavoie. Là, c'est pas des gens qui font des films pour tout le monde. Là, ça reste des films d'auteur. Puis c'est peut-être un problème aussi. Là. Ou un problème, pas vraiment un problème. Là, mais... Comme tu dis, ils ont peut-être voulu justement aller ailleurs en montant une histoire qui est déjà comme enclenchée, si tu veux, à la place de faire vraiment du A à Z, ils sont allés de T à Z. T'sais. Parce que le film commence en 2001, puis ça finit en 2005. Fait que, il y a quand même 4 ans de leur vie qui se font qu'on nous fait voir. Là. Mais on ne sait pas exactement à quelle époque tout s'est enclenché. C'est juste que je trouve que pour 2 heures, le film passe vite, puis tu vois pas grand-chose, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose qui est expliqué. T'sais. Mais le visuel est beau, les jeux de caméra sont bons. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. T'sais. C'est anecdote de même. Mon grand-père, il avait une imprimerie à l'époque. Ah! Puis c'est lui qui imprimait les affaires pour Norbeau, genre des dépliants, des affaires comme ça. Ah non! Ah, fuck! Il est mort. Ben, regarde. Que Dieu le veille, garde sur lui. En tout cas. Ouais. C'est pas de sa faute. Lui, il faisait juste sa job. Non, mais il faisait rien d'illégal. Là. C'était légal. Ah non, mais c'est ça. Lui, il faisait juste sa job. C'est ça que je dis. Ben, tu sais, ceux qui se sont fait voler l'argent, c'est ceux qui diraient « Ah, t'es un petit crasseur, t'as fait des cartes de Norbeau! » Ouais. Ben, regarde. Sûr. Ça fait il savait pas, hein? Il savait pas. Ben oui, personne ne le savait, sauf ceux qui travaillaient là-dedans. Excellent. Mais tu sais, justement, Simon Lavoie, c'est lui qui a fait la petite fille qui aimait trop les allumettes. Là. Je sais pas si tu as vu ça. Là. J'ai pas vu ça, mais ça a l'air que c'est bon. C'est fucking raide. Là. C'est excellent. J'adorais ça, mais c'est vraiment bizarre. Là. Ouais, c'est pas un film pour tout le monde. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'était excellent, vraiment excellent. Tu vois, Norbeau, c'est quand même très accessible là, comme film. Là. C'est pas. J'imagine que c'est plus accessible que ça. Ils n'ont rien fait de très extravagant ou de trop incompréhensible. Il aurait pu aller jouer dans
l'esprit un peu psychologique de la chose. Puis le gars qui est comme un peu infiltré, un entre-deux. Il veut faire du cash, mais en même temps, il sait que c'est pas bien. Puis, il aurait pu aller ailleurs, mais ils sont restés quand même très sobres là, dans le scénario et dans l'image. Je pense qu'ils ont voulu aussi rester proche de la réalité. Là. J'espère. En tout cas. Ouais, ça fait un job, regarde. Ça fait un job. Mais j'aimerais ça le voir, fait que je suis curieux. Ben oui, ben vas-y. Vas-y. Ouais. Peut-être. Au cinéma. Il faudrait. C'est bon pour la culture, aller voir du cinéma québécois, c'est important. Ben, la culture québécoise, bref, enchaînons. OK. Je peux aller avec du Pixar. J'ai vu du Pixar. Aïe, aïe, pour vrai? Ben, tu sais, j'ai regardé Soul puis Toy Story 3 encore, que j'en jaserai pas, puisqu'on a déjà jasé. Mais ouais. ça m'a mené vers Turning Red, le dernier film Pixar qui est sorti. Là. Alerte oui, rouge. C'est vrai. Tu m'as dit ça, ouais. C'était bien bon. J'ai pas eu comme voyons, la piqûre de vouloir aller voir ce film-là. C'est. Ben, c'était bon? Si j'avais été une jeune fille, j'aurais probablement trippé. J'aimais ça, pareil, j'aimais ça quand même, mais tu sais, c'est pas un coup de cœur Pixar comme. Dans ton corps de jeune fille. C'est quoi qu'il dit dans mon corps de jeune fille? Ouais, je me rappelle. Les changements. Mais là, Turning Red, c'est ça, c'est sur le passage de l'adolescence à la femme? Ou... Ben, dans le fond, c'est ça. Ça se passe à Toronto. Hein? C'est une famille de Chinois. Welcome to Canada, Toronto. Ben, c'est un film canadien, c'est une réalisatrice canadienne qui a fait ça. Puis, ça se passe en 2002 en plus. Fait que c'est comme un peu notre. Ben, un petit peu avant nous autres, mettons, ces âges-là. Ben, c'est ça, tu sais, une petite parenthèse, c'est ça qui est le fun avec Pixar, c'est que il y a des films au Japon, des films en Chine, il y a des films qui se passent à Toronto. T'sais. Oui, c'est son voyage, c'est le fun. C'est le fun. Puis, dans le fond, c'est ça. C'était une famille de Chinois, puis comme de génération en génération, il se passe une malédiction que quand ils atteignent, mettons, la puberté, ben, ils ont comme un pouvoir qui se passe, puis ils peuvent se transformer en genre de géant panda rouge. Puis là, ils ont comme un rituel à faire pour canaliser ça, puis le mettre comme dans un objet, pour que ce panda-là sorte plus, tu sais, parce que ça peut devenir dangereux. T'sais. Mais là, la fille... roux, là, comme... Oui, c'est ça. Puis là, la petite fille, dans c'est. Puis dans le fond, c'est ça. C'est la petite fille qui a 14 ans. Puis elle a son groupe d'amis de 14 ans. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que tu vois pas tant des petites filles comme ça qui vivent leur univers, en tout cas dans les films que je regarde. Là. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, elle commence à vivre avec le fait qu'elle est un monstre en dedans. Puis là, il faut qu'elle contrôle ça. Puis elle le maîtrise un peu plus. Fait que là, c'est comme le choix entre est-ce que j'apprends à vivre avec, mais sa famille veut pas. Puis ses parents sont comme contrôleurs. Comment on dit ça? Contrôlants. Puis genre, c'est comme de génération en génération, ils sont contrôlants de même parce qu'ils ont peur de leur monstre. Fait que c'est comme s'ils sont surprotectifs surprotecteurs de leur enfant. Tu sais. Ouais. Puis là, il faut qu'elle choisisse entre est-ce que je maîtrise mon monstre ou est-ce que je fais le rituel pour comme l'empêcher qu'il sorte. Tu sais. C'est tout ce combat-là. Puis là, il trippe sur des boys bands, c'est genre les Backstreet Boys un peu. Tu sais. Il essaie d'avoir des billets pour ça, puis il profite justement du fait qu'il est un monstre pour ramasser de l'argent, puis faire comme une affaire de traction pour se payer des billets, parce que sa mère, elle veut pas. Tu sais. Puis elle dit c'est trop dangereux, tu peux pas sortir, puis ça fait comme ça. Ok, mais ses amis sont au courant. Oui. Puis le monde à l'école aussi, puis elle en profite genre en cachette pour profiter de son pouvoir. Tu sais. Sa transformation. Fait que c'est ça. J'ai aimé ça, c'était très bon. Là. C'était très bon. C'était sympathique. J'ai bien ri par bout. J'ai souri quand je regardais ça. Ça m'a fait du bien. Mais comme je te dis, c'est pas un coup de cœur comme Soul, mettons, ou un Wall-E, ou même Toy Story 3. Ça s'adresse, j'ai l'impression, comme tu dis, ça s'adresse vraiment aux femmes, aux filles qui leur menstruation, qui deviennent vraiment la femme, puis à s'accepter comme elle est, puis c'est tout. Là. C'est le fun parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas vraiment parlé au cinéma. Là, puis comment ton corps change, des affaires comme ça à cet âge-là. Ah non, c'est ça. C'est important. Fait que c'est de plus en plus, des sujets comme ça devient de moins en moins tabou. Puis c'est une bonne chose aussi, là, en soi. Oui, vraiment. C'est que tout le monde est pareil. Là, c'est ça, c'est normal. Ouais. Fait que... Ah, mais c'est le fun. Je te conseille quand même. Je pense que tu vas aimer ça. C'est une bonne écoute. Je l'avais mis dans ma liste sur Disney+. Mais c'est juste, j'avais comme pas eu de. Tu sais, Soul, ça faisait longtemps que je voulais le voir, puis j'avais juste pas trouvé le temps. Là. Mais vu que j'adore le jazz et tout. Mais Turning Red, j'en avais pas tant vu non plus de publicité sur ce film-là. Puis on dirait qu'il a quand même passé. Je sais pas si c'est juste moi, mais on dirait qu'il a passé un peu sous radar. Là.
Ouais. C'est peut-être qu'il est sorti au cinéma pendant... Il a-tu sorti au cinéma quand Non, c'était le non, il n'est COVID? pas sorti au cinéma. Ah, Il est c'est sorti ça, c'est pour ça direct. d'abord. Ouais. OK. Ce qui est dommage, Ouais. là, parce que ça mérite une sortie au cinéma. Là, mais... Ben, c'est ça, tu sais, c'est un film qui aurait pu faire révolutionner quelque chose, tu sais. Ben, tu sais, n'importe quel film Pixar, ça vaut la peine de sortir au cinéma. Je sais pas pourquoi ils sortent pas, ils feraient de Ouais, l'argent, là, mais en tout c'est cas. ça. Ben, tu sais, je pense que c'était un peu aussi... c'était un peu le cas aussi avec Lucas, là. Je l'ai pas vu, ce film-là, mais... tu sais, je pense que c'est plus une histoire peut-être sur... c'est normal si t'es homosexuel, là, ou je sais pas quoi, là, je pense. Ben, ce que j'ai lu, là, ça a l'air, il y a comme des petites subtilités, là, comme quoi... c'est comme si tu peux t'accepter comme t'es, puis c'est tout, là. Je vais le regarder bientôt, ça, je pense, parce que ça me tente. Ouais. Ben, c'est ça, lui, puis c'est ça, Turning Red, j'avais comme rien vu de tout ça, fait que j'étais moins, mettons, attiré par ça, parce que, mettons, Soul, on avait vu souvent l'annonce, puis ça avait l'air bon. Un peu comme Onward, mais Onward, c'était un peu décevant. C'était pas bon. Un genre de Shrek. Ouais. Ah, ben Ben c'était non, c'est ça. écœurant, Turning Red. Ouais. Ben, dans le fond, c'est juste une question de thème qui nous rejoindrait moins, mais ça n'enlève pas la qualité du film. C'est ça. Ben, la qualité du film, toujours bon. Pixar, toujours. on en a souvent parlé. Ouais. C'est certains des meilleurs films d'animation. Ouais, à chaque année. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, moi, j'ai vu des dessins animés à Télétoon, puis là, je me disais, tu sais que c'est pas bon, là. Tu sais, c'est des nouveaux dessins animés, là. Je me rappelle pas c'était quoi le nom de l'émission, mais tu sais, je me disais, il me semble que c'est triste, tu sais, pour le... Mais en même temps, c'est la génération d'aujourd'hui, tu sais, les autres, ils grandissent avec cette animation-là, fait que ils capotent là-dessus, mais il me semble que c'est loin de nos animations à nous, tu sais, SpongeBob, Ouais. en tout cas, Pokémon, même si c'est Pokémon. c'est minable, les animes Pokémon, c'est minable en asti, j'aime ça. Non, mais tu sais, Batman, tu sais, les vieux dessins animés de super-héros, tu sais, Spider-Man, Batman Ninja Beyond. Turtles. Batman Tu Beyond. sais, l'animation était 2D, mais elle était super clean, tu sais. Ouais. Mais Pixar, tu sais, ils évoluent de plus en plus, tu sais, leur animation. Ah, mais on s'entend que les budgets ne doivent pas être les mêmes non plus. Là. Ben non, c'est sûr, mais je voulais, tu sais, juste faire une comparaison, tu sais, dans le sens que Pixar, tu sais, les films d'animation, ça évolue, tu sais, l'animation 3D, puis, tu sais, c'est toujours bon et agréable à regarder, là, tu sais. Ouais, toujours. Tout ce que j'ai à dire. Excellent. Tu veux-tu qu'on passe au gros bloc? Allons-y. Fait que, tu le dis ou je le dis? On le dit ensemble? OK. En anglais ou en français? Ah oui. Non, en anglais. The North. En anglais, c'est plus... The Northman! De Roger Eggers. Robert Eggers. Ça fait genre 4 semaines que tu dis Roger Eggers. J'adore The Northman. Pour vrai, c'était vraiment un Christy de bon film. Est-ce que ça a été un coup de cœur pour toi? Oui. Oui, OK. Toi? Ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé ça. Oui. Pour vrai, moi, ça a été un gros coup de cœur parce que j'ai été surpris pendant le film. T'sais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un film comme ça. Puis, on va en parler. Là, il y a énormément de références de la culture. Puis, comme. Puis, juste petit préambule. Là, si les gens n'ont pas compris, j'ai étudié en histoire à l'université. Fait que j'ai fait un cours sur Vikings. Fait que je suis pas un spécialiste chez Vikings, mais j'ai quand même une bonne base. Fait que ça va être intéressant, je pense, d'en jaser par rapport à toutes les sources, parce que le film a un beau travail de reconstruction historique, vraiment, là, beaucoup. Là. C'est extraordinaire. Oui. Ben, c'est ça. Puis moi, comme j'aime beaucoup Shakespeare, puis tout ce qui est théâtral, puis la tragédie grecque, je l'ai vraiment vu dans ce film-là, comme se muter à l'esprit viking, puis comme, il a fait un bon mélange, je trouve, de tous ces thèmes-là, qui englobent justement la tragédie grecque, puis la culture viking, tu sais. Puis c'est ça aussi qui m'a surpris, parce que je m'attendais zéro à ce que ça soit plus théâtral que un film, mettons, d'images, puis comme il nous avait habitués avec ses deux premiers films, The Witch puis The Lighthouse, c'était beaucoup plus un film de photographie, si tu veux, puis
comment on dit ça, c'était plus moins axé sur le dialogue, puis plus sur les mouvements puis les gestes, là, les actions des personnages. Ouais. Mais celui-là, je trouve, avec le dialogue, justement, qui rappelle le théâtre, puis les tragédies grecques, je trouve que ça fitait vraiment bien dans le concept, là, qui était plus... Ouais, vas-y. Le père de Robert Eggers, il enseigne à l'université du New Hampshire, je pense, puis c'est un spécialiste de Shakespeare, fait que ça vient tout de là aussi. Bon. Hein, ça a un lien. C'était écœurant. Ben, tu voulais-tu commencer par le début? Ok, mais je peux commencer. Parce que, tu sais, le personnage, dans le fond, c'est Hamlet. Oui. On pourrait croire, puis tu sais, l'histoire, ça ressemble beaucoup à l'histoire d'Hamlet. Oh, de Shakespeare. Sauf qu'on pourrait croire que c'est une relecture du Shakespeare, mais c'est pas le cas. Mm-hmm. Parce que ça vient de la légende, ou la légende, c'est un personnage Hamlet qui aurait existé, ou peut-être pas, mais c'est probablement qu'il n'a pas existé parce qu'on ne sait pas. Là. Mais ça vient d'un texte de Saxo Grammaticus, qui était un moine danois des années 1200. Fait que 1200, c'est à peu près 250 ans après ce que l'histoire qu'il nous raconte, à peu près. Oui. Puis ce serait cette histoire-là qui aurait inspiré Shakespeare avec Hamlet. C'est ça. C'est écœurant. Puis dans le fond, c'est ça. L'histoire d'Hamlet, c'est Hamlet, un petit gars. Puis son père, c'est le roi je sais pas du village, mais du royaume un peu. Oui. Puis là, l'oncle va tuer Éthénoch, qui est le roi. Puis là, le petit gars, il faut qu'il s'enfuit parce que son oncle veut le tuer. T'sais. Mais là, il pense qu'il est mort. Fait que là, il veut juste venger son père de son oncle. Là, sa mère sort avec son oncle, puis il y a comme des enfants, puis il est parti en Islande faire un voyage. En fait, c'est pas un voyage. C'est parce que, mettons, des années 900 quand il parle que Harald, il a comme conquis tout, mais c'est vrai, parce que c'était Harald à la dent bleue, qui était comme un roi de Norvège, qui a tout unifié le Nord. Puis ça a forcé plein de gens qui voulaient un royaume, qui voulaient se trouver comme du pouvoir de s'exiler un peu vers le Groenland, vers l'Islande. Puis là, ils sont exilés vers l'Islande. Ouais. Puis c'est un film de vengeance. Et en parenthèse, l'Islande, un Christy Spot pour des estiques d'images, puis une belle vue, c'est écœurant. Vraiment. Puis tu sais, ça reste un film de vengeance classique aussi, où est-ce que c'est juste un gars qui veut aller tuer quelqu'un parce qu'il a fait du tort. C'est ça dans le sens que ce soit l'histoire d'Hamlet de Shakespeare ou l'histoire d'Hamlet qui est la légende, tu retrouves Hamlet dans ce film-là. Hamlet, c'est la vengeance pure, c'est l'honneur, puis venger son père, sauver sa mère, puis tuer son oncle. Fait que c'est ça qu'il répète aussi dans le film. Je vais te venger, mon père. Puis c'est ça l'histoire d'Hamlet aussi. Fait que ça rappelle vraiment la pièce aussi de Shakespeare. Puis à travers ça, ben, tu as tout plein de références à tout plein de drames épiques. On pense à Ben-Hur quand il est comme un esclave. Tu penses au gladiateur quand il veut justement venger l'histoire, l'espèce de vengeance. Par exemple, ça, je comprends pas trop pourquoi il dit c'est comme le nouveau gladiateur, parce que ça n'a comme pas de lien vraiment. Là. Ils disent it's the new gladiator. C'est le gladiateur moderne, puis des temps modernes, en tout cas. Je comprends pas trop pourquoi, mais c'est tout. Sinon, peut-être parce que c'est comme le genre épique, puis on n'a pas dans les dernières années, il n'y en a pas tant eu. Fait que j'ai aucune idée pourquoi ils ont dit ça. Là. Mais sinon, c'est ça, les drames épiques. Après ça, t'as l'histoire un peu plus Macbeth aussi qu'on retrouve. Là. J'en dirai pas plus parce que c'est quand même un gros punch là, dans le film. Moi, j'ai été abasourdi là, quand j'ai vu ça, mais t'as Macbeth, puis t'as toute l'espèce de Excalibur, l'histoire de Arthur avec son épée, puis comme la légende autour de cette épée-là. Toutes ces affaires mythologiques-là, ça vient toutes des... comment ils appellent ça? Le Snorri Sturluson, c'est les sagas islandaises. Là. Ça vient tout de ça. Ça, c'est toutes des traditions orales qui se propagent, puis c'est des gens plus tard qui ont écrit ça. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, tout ce qui est les faits autour de la mythologie norvégienne aussi, c'est écœurant. Les Valkyries, le Odin, c'est fou, là. La bataille finale, je trouve, ben, j'en dirai pas plus, mais c'est comme la bataille finale, je trouve que ça rappelle aussi Othello, qu'est-ce qui se passe dans Othello, c'est comme l'espèce de suicide mutuel, puis comme c'est fantastique, là, comment c'est filmé aussi, là. C'est comme s'il a dû... Ben là, je veux pas spoiler, mais c'est comme s'il a dû se sacrifier
parce que c'était ça son destin, puis il laisse comme tout le Ben, reste qu'il y c'est avait. la question du destin aussi dans toute cette. Tu sais, c'est une aventure épique. Tu sais, toutes les aventures épiques, c'est la destinée qui te pousse à faire des choix, puis c'est la destinée qui trace ton chemin, puis tu fais juste suivre le chemin que la destinée te trace. Puis, tu sais, il n'y avait pas le choix de faire ça parce que c'est sa destinée. Tu sais. Sais-tu, le combat final m'a fait penser à quoi? Revenge of the Sith. Exactement. Ben, c'est sûr, tu sais, ils se battent dans un volcan, fait que c'est sûr que c'est écœurant, là. En plus, ils sont tout nus, tu sais, ça rappelle les guerriers romains qui se battaient à poil. Je pense que ma scène coup de cœur, là, c'était la scène du Berserk au départ, que tu vois Alexander Skarsgård qui est comme Ben, de même, puis ben oui, un Berserk, tu sais quoi? Là? oui. Puis dans le fond, c'est les guerriers qui, Une espèce de mutation. qui faisaient une... On appelle ça une viking. Tu sais. Une viking, dans le fond, c'est des gens de gens du Nord qui allaient quelque part pour juste comme décoller ça à la place puis faire du pillage. Tu sais. Comme ils font, ça se passe à la Rousse de Kiev, je pense, quand ils s'en vont. Oui. Puis c'est ça. C'est ça que tu vois. Puis là, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient comme des drogues hallucinogènes. Ouais. Puis ils allaient péter tout ce qu'ils voyaient. Mais tu sais, c'est la notion aussi de la transformation en loup. Tu sais, c'est comme un loup, ça peut pas être plus dévastateur que ça, dans le sens qu'un loup va aller manger ce qu'il trouve, puis il s'en fout là, que ce soit un enfant ou une femme. Il met, le feu, il met des enfants dans genre une église, puis il met le feu à ça. C'est ça, il flamme ça, puis non, c'est ça, c'est une triste scène violente. Puis tu sais, c'est sûr que, comme on se disait, c'était clair, je m'y attendais là, que ça allait être un Green Knight, dans le sens que ils ont montré une bande-annonce qui montre de l'action au bout, puis une espèce de film vraiment à la viking sauvage, puis blablabla. Mais pour vrai, c'est zéro ça. Là. Tu regardes le film, le Berserk, c'est au début du film. Après ça, c'est quand même... Ça devient un film vraiment plus une vengeance, mais plus un drame aussi qui se passe en Islande. Aussitôt qu'il arrive en Islande, ça devient vraiment bon, là, le film. Puis, c'est un vrai film. C'est pas juste un film de... Toutes les critiques que je te disais, là, que c'est des hommes hétéros blancs qui crient partout, c'est pas ça pantoute, là. Non seulement c'est pas ça, mais en même temps, même si ça avait été ça, c'est parce que c'est ça l'univers viking. Ben oui, les machos, tu sais. Moi, pour vrai, je lisais ces critiques-là, puis je me disais, ben là, tu t'attends à quoi? C'est un film de viking qui se passe avant l'année 1000, genre à 800 ans après Jésus-Christ, puis comme les femmes, c'était là pour donner des enfants. C'est les écrits dans l'histoire qui disent ça, c'est pas le réalisateur qui décide que là, on va faire un film juste avec des hommes blancs hétéros qui crient partout puis qui font des femmes. C'est l'histoire des Vikings, c'est ça. Puis là, après ça, ben là, tu chiales qu'on voit juste des paysages de l'Islande puis que c'est bien beau, mais il n'y a rien qui se passe. Ben oui, mais le réalisateur, c'est un des meilleures directions photo d'Hollywood des dernières années. Fait que il faut que tu te renseignes avant d'aller voir un film. T'sais. C'est ça aussi que la bande-annonce ne montre pas, dans le sens que ils ont fait une bande-annonce pour attirer les foules, mais c'est sûr que les gens sont dessus. La comparaison visuelle entre The Green Knight et ça, je trouve fait vraiment beaucoup de sens. C'est vraiment plus violent, mais je trouve qu'il y a comme un style, t'es proche des personnages, puis c'est comme lent. T'as des gros plans larges aussi de paysages, comme dans Green Knight. C'est super. Mais il y a aussi l'aspect de la fantasy, la mythologie dans le Northman, c'est plus axé dans pas la folie, mais dans la tête là, du personnage. Fait que c'est sûr que tu vois, ce qui est fantastique, c'est ce que lui, il voit dans sa tête, puis à ce qu'il pense, puis ses rêves qu'il fait, puis son destin. Il voit dans le fond le futur. Ouais. C'est ça qui est dégueulasse. Puis tous les rituels, ouais, vas-y. Ben, c'est ça. Dans le fond, je voulais juste finir, dans le sens que, moi, je me disais, ben, c'est normal. Si c'est ça le film, c'est normal, mais c'est pas du tout ça le film. Oui, le Berserk, oui, c'est une gang de gars qui crient puis qui tuent des gens puis tout le tralala, mais après ça, ça devient vraiment incroyable. Là, quand il se fait passer pour un esclave puis que, ça devient vraiment une histoire de vengeance puis de... Ouais, vas-y. Tu sais, la scène du Berserk, au départ, je pense qu'il voulait que tous les gars soient tout nus parce que c'était même ça se faisait.
Sauf que pour des raisons de cote, il dit, je ferai pas ça juste pour ça, parce qu'on va perdre de l'argent pour rien, là, si je mets tout le monde tout nu. Ouais. Ben, tu l'as senti aussi quand que. Tu sais, c'est quand même très subtil, tu sais, quand il y a la grosse fête, là, où que tout le monde est tout nu, là, tous les esclaves sont tout nus, puis ils baisent, là, tout le monde baise. Tu sais, c'est comme, il aurait pu aller beaucoup plus loin, tu sais, dans ces scènes-là, pour montrer justement l'espèce de folie, ben pas la folie, mais l'espèce d'exhibition là, que les gens n'avaient pas à l'époque, dans le sens que tout le monde était tout nu, puis c'était normal, là. Mais tu sais, tous les rituels qu'on voit, sauf lui au début avec Ethan Hawke puis le petit gars qui se transforme en loup, ça c'est pas vrai, ça c'est inventé, mais tout ce que tu vois à part ça, les rituels, c'est des affaires qui sont dans les sources puis qui existent pour, avec qui ont existé. La musique, puis les chansons. Ça, c'est le fun. Tu croyais vraiment que c'était des gens justement de l'Islande qui chantaient leurs chansons. Puis, sûrement qu'il y en a encore qui chantent ça, là, ces chansons-là. Ah, c'est qui que je pense dans mon cours, il disait que la langue qu'il parlait à l'époque, c'est très très proche de l'islandais d'aujourd'hui. Puis il pourrait prendre à se comprendre. C'est pas un des seuls qui pourrait comprendre ce qu'ils disent. C'est hot. Mais semble. C'est hot en estique. Ça donne le goût d'aller en Islande. Oui. Puis tu sais, à un moment donné, t'as comme une scène de funérailles où est-ce qu'ils font un sacrifice, puis tout ça, tu sais. Ouais. Puis ils font comme brûler un genre de landscape. Là. Ouais. Puis ça se passait pour vrai, mais si on voulait le faire pour vrai, il y aurait eu comme une orgie, puis il aurait tout violé l'esclave avant, puis après il l'aurait comme sacrifié. Il l'a pas fait. T'sais. Ouais, là, c'était vraiment plus purtain, là, si on veut. Là. La fille, elle chante, puis elle sait qu'elle va se faire tuer, mais regarde, c'est ça qui arrive. Mais c'était-tu vrai, ça? Ils coupaient les têtes des chevals, puis... Ouais, je pense que oui. Ouais. Sais-tu pourquoi? Non, je sais pas. C'était juste un sacrifice d'un animal, puis... Ouais, c'est ça pour faire une offrande pour partir avec, là, qu'ils partent en bateau, puis qu'ils soient corrects. T'sais. Mais Alexander Skarsgård, c'est un Christy Beast, là. Ah ouais. C'est en shape, même, ce gars-là. Tu sais, Tarzan, la légende de Tarzan, ça date de 2016, je pense. Ça fait quand même 6 ans, puis le gars est encore plus en shape que quand il jouait Tarzan, là. Christy d'acteur. Ah, il était carré. Mais je pense, celle qui vole la vedette, je pense que c'est vraiment Nicole Kidman, là. Pour vrai, elle a un Christy drôle, puis... Elle a pas beaucoup de scènes, mais quand elle est là, ça se démarque, là. Oh oui. Ça faisait la job, puis c'est ça, je trouve, qui rend aussi encore plus puissant ces scènes, puis l'espèce de... la référence à Macbeth, là, tout autour de cette référence-là, je trouve que c'est vraiment puissant, là, puis c'est écœurant. Ouais. Sinon, il y en a beaucoup qui comparaient l'histoire à Conan, le barbare. Ouais. C'est un peu... Conan, c'est sûr, c'est une légende aussi qui a un peu rapport avec les Vikings, dans le sens que c'était le même type d'homme, c'est une bête, c'est un barbare. Là. Mais tu sais, au final, probablement toutes les sources proviennent des sources vikings qu'il y avait, mettons, des années 1200. Là, fait que ça tout part de là aussi. Là, c'est intéressant. Ouais. Dans tous ces films-là, toutes les affaires de vengeance, puis tout, ça vient tout de là. Oui. Mais as-tu remarqué, là? Aussi. Oui, vas-y. Ah, vas-y. OK. Ben, j'allais dire, c'est rare qu'on a eu des bons films de Vikings. Ouais. J'ai rarement vu des films de Vikings, là, dans le sens que on peut les compter sur les doigts, là, les films de Vikings qu'il y a eu. T'as-tu vu Valhalla Rising de Nicholas Winding Refn? Non. Ça, c'était avec Mads Mikkelsen? Ouais. Non, je l'ai pas vu, ça. C'était un bon film de Vikings? Ben, je sais que Marquis m'a dit qu'il haït ça complètement, là, mais je sais pas, j'ai pas vu. OK. Mais tu sais, le seul grand film de Vikings que j'ai vu, à part la série Viking, là, que j'ai quand même bien aimé, c'était La légende de Pathfinder. Je sais pas si tu as connu ça. Là. En 2007, je pense, c'est sorti. Là. Ben, c'est ça qui vient je l'ai pas vu. Il vient à Terre-Neuve, genre? Ouais, c'est ça. Non. Mais tu sais, c'est plus. Ça ressemblait un peu à 300 aussi, là, l'espèce de cinématographie là, du film. C'est plus il y a du fantastique là-dedans. Mais c'est sûr que quand tu penses aux Vikings, tu penses au fantastique. Tu sais, je te dis la série Viking, c'est sûr que ils prennent pas en compte toute l'histoire puis qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais sont très proches de la mythologie norvégienne, puis ils parlent aux dieux, puis les rituels, ils en font, oui, mais ils font plus, admettons, de référence à comment ça se passait dans les guerres, puis c'est sûr que t'as pas de combat nu, tu n'as pas de nudité vraiment, là, mais
Je te le conseille quand même de vérifier. Sur Netflix, je pense que c'était les 4 premières saisons. T'as-tu remarqué là, qu'il n'y a aucun casque avec des cornes? Oui. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes Vikings. Non, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas un hostie de viking qui a déjà porté un casque avec des cornes. Non, c'est pas vrai. Ben, il me semble, moi, j'avais lu que c'était comme un autre groupe de Vikings ailleurs qui sont arrivés vraiment des années plus tard. Ça se peut-tu? Ben, je pense pas, mais de toute façon, des vikings, c'est pas un peuple. Ben non, c'est ça. Parce que théoriquement, des vikings, c'est rien. Une viking, c'est comme un voyage pour aller faire du pillage. C'est ça, c'est une viking. Mais les gens qui font ça, c'est des gens, là, c'est pas des vikings. Ou c'est des vikingeurs qui appellent. Mais... Des vikingeurs. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas de cornes. Il n'y a jamais eu de cornes. Jamais eu de cornes. Foutaise. Ça, c'est à cause, je sais pas d'où ça vient, mais c'est de la foutaise. Ben, je me souviens, c'était dans Pokémon. Dans un des Pokémon, les Rockets, ils portent un casque de viking. Ah, ben, je pense que c'est dans le film de Pokémon. Le premier film, ils portent des casques de vikings, puis là, ils sont comme, oh, on est des vikings! Puis là, en tout cas, Pokémon. Ah, Pokémon. Mais, tu sais, Astérix et Obélix, contre les vikings, ils ont tous des casques avec des cornes. Les vikings du Minnesota. C'est vrai. Ben, regarde, c'est écœurant, j'adore les vikings. Ouais. Mais là, pour faire référence un peu, ben, t'avais-tu fini avec The Northman? Ben, moi, je le conseille à tout le monde. J'ai bien aimé ça. Ben oui. Très bon. Très bon. Je le conseille à tout le monde, mais c'est quand même un film qui n'est pas tant accessible à tous, dans le sens que il y a beaucoup de violence, donc 13 ans et plus, ça c'est sûr. Puis les propos du film, faut pas que tu t'attendes à un film d'action. Non. Ben, c'est quand même fucking violent, là, mais. Ben, c'est ça. C'est violent, mais c'est un film. Exact. Moi, mon conseil, c'est si vous avez aimé Green Knight, vous allez adorer ça. Si vous n'avez pas aimé Green Knight, vous pourriez peut-être jeter un coup d'œil dessus, mais c'est un peu dans la même vibe aussi. Là. Mais c'est moins fantastique que Green Knight. Là. C'est moins, mettons, non conventionnel, là, si on peut dire. Là. C'est sûr, il y a des moments, il y a des scènes un peu plus. Quand il y a les rituels, justement, ça devient un petit peu plus en transe. Là. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ils font ça. Mais je trouve que ça rajoute encore plus à l'histoire. Là. Mais juste pour le travail de recherche, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Oui. Il y a peut-être juste une scène, tu me disais que c'était un peu long. Ouais. Il y a la scène du jeu, du sport, là, que. Ah ouais, il s'en va décoller, c'est le gars. Ouais, c'est ça. C'était le fun à regarder, mais c'est sûr que c'était une longue scène et pas tant utile. Ouais. Ben, ça montrait, c'est comme s'il gagnait la confiance du royaume, là, mais ouais. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas. Ça a juste servi à ce qu'il couche avec l'autre. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est une scène. C'est nécessaire. Ouais. J'ai une anecdote aussi par rapport à ça. Ouais, tu sais, t'as genre des intertitres qui coupent les genres de séquences. Ouais, ben, à la fin, comme les lieux, mais c'est comme. Ouais, un peu. Mais tu sais, à la fin, c'est marqué The Northman. Ouais. C'est du Futhark récent, je pense. Ouais. Puis, il y a un historien, quand il faisait un screening test, il a dit hey, t'as une coquille dans ton Futhark. Fait qu'ils ont dû le corriger, mais il y aurait genre 40 personnes dans le monde qui auraient compris ce qui est marqué. Fait que c'est l'autre. Ouais, c'est ça. Ok, il avait mal écrit une des lettres, genre. Ouais. Ah, stick. Puis on s'est dit que ça disait. Mais il paraît que les titres qu'on voyait en français, mettons, puis le Futhark qui était marqué, c'était pas la même chose. Ah, okay, je sais pas, je comprends pas le Futhark, fait que ça se peut. Ouais, faudrait que tu te renseignes, Ben. Essaye donc d'apprendre ça, là. Mais je pense qu'on a lu un petit peu dans mes cours, mais tu sais, c'est à peu près. C'est impossible. Ouais, ben, écoute. Puis, tu sais, c'est le fun à savoir, mais je veux dire, à quoi ça va te servir dans la vie, tu sais? Rien. À part comprendre The Northman! Ouais. Non, mais c'était bon. C'était un très bon film. Mais là, pour. Tu sais, je te disais, j'ai regardé 2 films cette semaine qui venaient en lien, tu sais, sans le vouloir, ça venait quand même en lien un peu avec ça parce que j'ai regardé 2 vieux films que j'avais en VHS, là, puis ça me tentait de les écouter parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Le premier, c'est Othello. Ben, le film s'appelle juste O. Là. C'est un film de 2001.
C'est avec Josh Hartnett, Julia Stiles, puis Mickey Pfeiffer. C'est un film de Tim Blake Nelson. Il n'a pas fait beaucoup de films, là, mais lui, c'est un acteur plus. Là. C'était lui l'homme miroir dans Watchmen, là, la série. Ah, mais il joue aussi dans la balade de Buster Scruggs. Oui, c'est lui aussi, c'est vrai. Ouais. Puis le film O, c'est une adaptation moderne de Othello, qui est la pièce de théâtre de Shakespeare. Fait que ça se veut un peu, c'est sorti en 2001, ça se veut un peu un match-up, là, justement, en moderne, qui fait référence un peu aussi au Roméo et Juliette, là, Ouais. Baz Roméo Luhrmann. plus Juliette de Baz Luhrmann, qui ont sorti, je pense, c'était en 96. 96, je pense. Fait que c'est un peu le même concept. Tu vois des jeunes qui jouent au basket dans une école privée, puis O, ben, tout le monde l'appelle O, mais son nom, c'est Odinson. À la place de Othello, il s'appelle Odinson, puis tout le monde l'appelle O. C'est Mickey Pfeiffer, c'est le seul noir de l'école, puis c'est le meilleur joueur de basket. Fait que, il a comme été accepté à cette école privée-là pour jouer au basket, parce que c'est le meilleur joueur. Puis t'as Martin Sheen qui joue le coach, qui adore Odinson. Puis son fils, qui est joué par Josh Hartnett, c'est Hugo. Puis c'est comme c'est une réinterprétation de Lago, là, qui jouait dans la pièce, dans le fond original de Othello. Othello, c'est comme un guerrier qui tombe qui a une relation amoureuse avec la fille d'un grand chef, là, si tu veux. Mais je pense que c'est un roi. Puis Largo, lui, était jaloux de Othello, parce que tout le monde, son père surtout, tout le monde aimait Othello, puis c'était comme le meilleur guerrier, puis tout le monde mais c'était un paysan, il venait pas de la grande famille, fait que le roi, il l'aimait moins, il acceptait pas qu'il fréquente sa fille, tout. Fait que Largo, dans le fond, il monte un plan pour monter Othello contre son meilleur ami, son meilleur guerrier, si tu veux, son collègue, qui s'appelait Cassio. Puis il a monté une histoire pour faire croire à Othello que sa blonde, que je me souviens plus son nom, elle avait une relation avec Cassio, son meilleur ami. Puis au final, là, il y a toute une histoire aussi, parce qu'il y a un gars, un autre nurse, là, genre qui aime la même fille, la fille, dans le fond, la blonde de Othello. Fait que là, c'est comme toute une histoire de trahison, mais tout ça, c'est de la faute de Largo. Puis au final, tout le monde meurt. Là. Fait que c'est vraiment une tragédie grecque là, à la Shakespeare. Puis dans le film de O, dans le fond, là, c'est côté moderne, mais c'est exactement la même histoire, mais au moderne. Fait que Josh Hartnett, qui joue Hugo, lui, il est comme jaloux de Hudson, qui est le meilleur joueur de basket, parce que Hugo, il joue au basket aussi, mais là, son père, il l'aime pas, il le frappe, il crie tout le temps après, puis fait que là, il monte une histoire, lui, un de ses amis, c'est le nurse de l'école, fait que tout le monde le bat, fait que là, lui, il est écœuré, puis il est amoureux de Julia Stiles, qui joue la blonde de Othello, puis là, il essaye ils le disent à son père. Puis là, son père, vu que c'est un noir, ben là, il l'aime pas. Il dit, tu viens des banlieues, t'es un bandit, puis t'es un noir. Puis là, t'as toute l'histoire, justement, de la tragédie à la fin. Là, fait que c'est avec des guns, par exemple. Là, dans la pièce de théâtre, c'est des épées. Mais là, c'est un gun. Tout le monde s'attire dessus, en tout cas. C'était bien, là. C'était bien, mais ça n'a pas marqué l'histoire, là, mettons. T'avais-tu déjà entendu parler de ce Non, film-là? non. OK. C'est comme High School Musical, on dirait. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, la trame narrative, c'est sûr qu'elle est bonne parce que c'est une réinterprétation. Fait que c'est sûr que l'histoire en tant que telle est quand même intéressante. C'est une histoire de trahison parce que là, Hugo, tu sens que Josh Hartnett il est quand même bon dans son personnage. Puis il fait vraiment chier tout le monde. Puis à la fin, il devient vraiment fou. Puis il fait juste tuer n'importe qui. Genre, puis tu as toute la relation entre les différents personnages qui sont quand même bien ficelés. Puis mais il n'y a rien d'original dans le sens que c'est une réinterprétation de la pièce de théâtre. Fait que tout ce que tu vas voir, c'est sûr que ça,
il n'y a pas tant de sens là, dans tout ce qui se passe, là, parce que veux pas une pièce de théâtre, ça a son propre sens, puis c'est pas obligé non plus d'être trop réaliste. Mais dans un film comme ça, qui est moderne, il faut qu'il y ait du sens un peu à quelque part quand tu veux aller dans le réalisme. Mais il n'y avait pas la capacité, le film en tant que tel, il n'y avait pas la même capacité de Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, que lui, il est vraiment allé dans le jeu théâtral, mais au cinéma, parce que toutes les... Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. OK. Mais je t'en ai déjà parlé, Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, ils disent vraiment les répliques de la pièce de théâtre, mais dans la forme du film. Là, fait que c'est filmé, puis ça se passe au temps moderne, mais il y a quand même, ça fit les effets un peu, les revirements un peu théâtraux, puis les espèces de duels à l'arme, à l'arme blanche ou à l'arme à feu, ça fit dans le contexte que même les dialogues sont pas tant réalistes parce que c'est les dialogues de la pièce de théâtre. Fait que, ils parlent à la troisième personne quand ils se parlent à eux. Ils parlent. En tout cas, c'est quand même bien ficelé comme film. Puis c'est ça que je trouve qu'il rappelait de Northman, dans le sens que le Northman, c'est vraiment un dialogue, je trouve, à la tragédie grecque. Là, il parle un peu plus théâtreux, là, mais c'est aussi peut-être le style de parler de l'époque. Mais Ben, je pense pas parce que c'est en anglais ou en français qu'on l'écoutait, mais sinon, il parle pas cette langue-là. Là. Fait que je pense que non, c'est sûr. Mais je veux tant dire, qu'à avoir la mauvaise langue, je pense qu'il a été chercher un style plus théâtral qui amène un peu cette vibe-là. Je pense qu'il est intéressant. Ouais, ben c'est ça, dans le sens que c'est ça, ils vous voyaient, ils parlaient un peu, leurs actions, ils disaient vraiment tout ce qu'ils allaient faire. Fait que c'est ça que je trouvais intéressant, Mais dans le film O, c'est ça, mais il y a quand même des petits... Mais c'est ça, je trouve, c'était pas équilibré parce que à la fin, t'as vraiment comme du dialogue qui reflète la pièce de théâtre, là, du genre, il y a un gros speech, parce que, bon, tout le monde meurt, là, fait que je spoil pas le film, mais en tout cas, si vous le trouvez à quelque part, moi, je l'ai en VHS, mais je l'ai jamais vu nulle part ailleurs. À la fin, Othello, il fait son gros speech, puis il dit dites à tout le monde que ce pauvre noir s'est fait tuer, puis nanana. Puis, comme il parle vraiment de façon théâtrale, mais tout le long du film, ça n'a pas vraiment eu lieu, ces dialogues-là, là, à la façon du théâtre. Mais à la fin, quand la trahison est révélée, puis que là, tout le monde se tire dessus, puis là, Hugo, il est comme révélé être le méchant de toute l'histoire. Parce que là, Hugo, il devenait le meilleur ami de Othello, en le montant contre son meilleur ami à lui, puis contre sa blonde. Fait que, mais il l'a comme poussé à commettre un meurtre, à tuer sa blonde pour faire passer ça sur le dos de son meilleur ami, que lui, il agressait tout le temps le petit jeune nerd de l'école qui aimait la fille. Fait que là, lui, Hugo, il a monté le petit nerd pour qu'il tue le meilleur ami d'Othello, mais là, en tout cas, toute une histoire, Ben, c'est toute une histoire. Au final, c'était quand même pas pire, mais c'est ça. Ça n'a pas la gracieuseté de Roméo plus Juliette, quoi. Bref. C'est dommage pour Tim Blake Nelson, qui est quand même cool. Oui, ben ça fait un job, tu sais. Ben, je sais pas s'il a réalisé d'autres films. Là. Je vais regarder. Je trouvais ça bizarre quand j'ai vu son nom à la fin, comme réalisateur. Il fait un épisode de télé en 2015. Hein? Il a fait un film Anastasia en 2015 aussi. Je sais pas c'est quoi. OK, c'est pas le film de 1990, là, animé. Non, Anesthésie, pas Anastasia. OK. Je pensais que tu avais dit Anastasia. Il a fait Leaves of Grass en 2009, que je sais pas c'est quoi. The Grey Zone en 2001. Othello en 2001, il était efficace. Hein? Ouais. Puis Eye of God, son premier film en 97. Ah, c'était cœur, hein? Tous des films pas connus. Ouais. Ouais. Ben, regarde, c'est toujours le fun de reprendre une vieille œuvre puis la moderniser. C'est juste, des fois, ça vaut pas la peine. T'sais. Ben, surtout aussi que c'est des œuvres qui ont des réputations, puis des fois, c'est dur d'aller chercher la coche que exact. Ça ben, c'est ça, tu sais, Roméo plus Juliette, c'est sûr que c'était un critique de défi parce que c'est une grosse pièce de théâtre, mais Baz Luhrmann, il a quand même trouvé il a trouvé la voie pour
faire un film vraiment original, puis que le concept soit vraiment bon. Puis c'est sûr, il y avait des critiques d'acteurs aussi, là. Mais c'est ça. Reprendre Othello, c'était un pari quand même assez risqué, surtout que il y a eu des films d'Othello, mais dans les années 50, puis c'est comme pas connu, là. Mais c'est vraiment la pièce de théâtre qui est plus connue, puis c'est sûr que là aussi, il l'appelle pas Othello, son film, il l'appelle juste O, fait que, les gens ne connaissent pas vraiment ça. Oh, la série télé qui jouait à, je sais pas si c'était TVA, je me souviens plus. Là. Ah ouais, O, ouais. Ouais, c'est basé mes là-dessus. parents écoutaient ça, me semble, ouais. Ça fait un job, tu sais. D'ailleurs, Elvis de Baz Luhrmann qui joue à Cannes dans 2 semaines. Là. Exact. Moi, je suis sceptique, ça a l'air plate. Ça a l'air plate. Ben, la fille d'Elvis a parlé, puis a écrit de quoi sur Instagram, puis a dit, pour vrai, ça vaut la peine de regarder ça. Puis c'est un film, c'est pas un film vraiment sur la vie d'Elvis, mais sur sa relation avec son agent. Avec Colonel. Sanders, ouais, le colonel, j'ai oublié son nom. Colonel Sanders, tu sais? Hein? Ou ça, c'est le gars du PFK. C'est le gars du PFK! Je vais aller voir d'abord. Mais, tu sais, j'imagine que ça va être écœurant parce que c'est Tom Hanks, qui joue l'agent. Fait que. À suivre. Colonel Parker. Colonel Sanders. Mais. Ouais, non, c'est ça. Ben, moi, j'ai toujours aimé les films de Baz Luhrmann. Fait que. J'ai quand même hâte de voir c'est quoi. Puis Elvis, critique de bonne musique, là. Oui. Ça a l'air que c'est Austin Butler, je pense, qui joue. Oui. Je le connais pas tant, mais... Qu'est-ce qu'il a fait dans lui, ce gars? J'ai vu dans quelque chose. J'ai aucune idée. Je vais te le dire, on va aller voir. Elvis. Austin Butler. Rosley. Il joue dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est là. Puis dans Dead Don't Die aussi. Ah, c'est lui le fou à la fin, là, dans Once Upon a Time? Ben, Tex Watson. Ouais, c'est ça. À la fin, ok, ouais. Ah, il est moins barbu, par exemple. Là, ouais. Mais sinon, il joue dans Arrow. Ouais? T'as-tu vu Arrow? J'ai juste écouté les 3 premières saisons, mais là, je me souviens pas de lui. Sinon, c'est des affaires par rapport. Hein. OK. Ben, regarde, ça fait un job, puis... Ouais, ben, c'est à suivre, parce que Baz Luhrmann ne m'a jamais déçu. Fait que je compte pas être déçu là. Tant mieux, tant mieux. Tu veux-tu j'aille tout de suite avec mon autre film qui me faisait référence un peu Si tu veux, moi, il m'en reste 2, fait que vas-y. OK, ben moi aussi, il m'en reste 2. Fait que je vais aller avec celui-là. Puis, j'ai regardé un autre film en VHS dans les mêmes années, 1999, Cruel Intention. En français, c'est Un pari cruel. C'est quoi, non? A Cruel Intention avec Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, puis Ryan Phillips. Avec Buffy. Oui, Buffy contre les vampires. C'est un film que j'aime bien. En général, ça fait un job. Je me souviens pas c'est qui le réalisateur, par contre. C'est Roger Campbell. Ah, je sais pas. Il a fait... After la collision, c'est lui. C'est quoi ça? Ben, tu sais, ouais, ça joue au cinéma, genre, il y a 2 ans. After, là. Ça a l'air pourri, After, là. C'est la suite de... Ah, oui, OK. Ça a l'air pourri, là. Ouais, j'avais vu le premier, c'était à chier, là, pour vrai. Il se passe rien dans ces films-là. Ouais, j'ai vu l'annonce, je pense, du 3e. Là. Il y a un 3e qui va sortir. Ouais, Un pari cruel. C'est quand même un bon film. Ça, c'est un film... Ça, c'est une œuvre moderne de Les liaisons dangereuses. Okay. As-tu déjà lu cette pièce-là ou lu... Je pense que je l'ai, mais non, je ne l'ai pas lu. OK. Ben, moi, j'avais lu... parce qu'il y a un film aussi, là, en fin des années 80, là, avec John Malkovich, Glenn Close. As-tu déjà vu le film? Non, je n'ai pas vu. Non. OK. Ça vaut le coup d'œil, pour vrai, parce que c'est un bon film qui est quand même un grand classique sur une pièce qui est quand même rendue classique, là, tu sais. Moi, j'avais vu... il avait fait une adaptation au Théâtre des Beaux-Arts. Ça date quand même là, de quand j'étais au cégep. Là.
ça date, je pense, peut-être 5 ou 6 ans, peut-être. Ouais, peut-être pas 5 ans, j'étais plus au cégep, là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. On a fini en 2016 au cégep. Là. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'était en 2014 j'avais été voir cette pièce-là. C'était avec Éric Bruno, puis il était quand même bon là, dans le rôle. Les liaisons dangereuses, c'est quand même une histoire compliquée aussi, là, avec beaucoup de relations entre personnages. Puis c'est tout des quiproquos un peu, puis c'est comme un jeu là, d'esprit là, puis de psychologie, parce que c'est un pari cruel. Ça a modernisé un peu la pièce, là, mais c'est Sarah Michelle Gellar qui joue la demi-sœur de Ryan Phillips. C'est des enfants vraiment riches. Là, ils ont de l'argent. Leurs parents ils ont de l'argent. C'est des gens huppés, si tu veux, là, de Los Angeles. Fait que ils peuvent avoir qui ils veulent dans leur lit. Mais elle tripe sur lui. Puis lui, ben, il tripe sur elle aussi, mais c'est comme un beau gars. Fait qu'il les deux se font du charme, mais ils ne sauront jamais parce qu'ils aiment trop foutre la chasse partout. Puis elle fait comme. Elle dit tu triperas sur telle fille, puis je me souviens plus pourquoi vraiment, là, mais c'est Selma Blair. Je ne sais pas si tu la replaces. Là. Elle était jeune quand même là, à cette époque-là. Mais Selma Blair, elle a joué dans Hellboy de Guillermo del Toro. Selma Blair, les cheveux noirs. Ah, même là, je l'ai. Okay. J'ai ça aussi. Ouais, ben c'est elle, ouais. Mais là, elle est plus bien, là, ouais. Ben elle, dans le fond, elle joue la fille d'une autre famille riche, là. Puis, tu sais, elle tripe sur Ryan Phillips. Ouais, c'est ça, exact. Puis, elle tripe sur Ryan Phillips. Fait que là, Sarah Michelle Gellar, elle dit, ben, tu sais, tripe dessus elle, parce que là, elle, son ex à elle, je pense, il aimait elle. Fait que là, en tout cas, elle veut foutre la merde partout. Sarah Michelle Gellar, dans ce film-là, c'est vraiment une pétasse. Là. Mais dans Les liaisons dangereuses, c'est ça, la fille, elle s'appelle... voyons, j'oublie le nom. En tout cas, c'est pas important. Parce que c'est un nom de famille. Dans le fond, c'est vraiment... Elle fout vraiment la chiasse dans toutes les vies de tout le monde. Puis, au final... Ah! Ben oui, Morteuil, je pense. C'est ça son nom à la fille là, de Sarah Michelle Gellar. Puis, au final, là, il y a Reese Witherspoon qui arrive dans le décor parce qu'elle, c'est comme une nouvelle, si tu veux, dans la place. Puis, c'est une enfant de riche aussi, mais elle est plus elle est vierge, fait elle est plus catholique, elle est plus à la table pour faire l'amour, elle est plus, voyons, comment on dit, puritaine. Puritaine ou prude. Ouais, puritaine, ouais, pru, c'est ça. Tandis que Sarah Michelle Gellar, est vraiment, elle aime le sexe, puis elle prend de la coke, puis tout le kit, mais elle joue quand même la petite fille correcte, devant tous les parents, puis devant les profs, tout le kit. Mais la différence entre les deux filles, ça se voit bien, le bien et le mal, parce que Reese Witherspoon est tout le temps habillée en blanc, elle est blonde. Tandis que Sarah Michelle Gellar, elle a les cheveux noirs dans ce film-là, puis elle est tout en noir, puis elle est comme gothique un peu. Puis là, t'as Sarah Michelle Gellar qui dit à Ryan Phillips, je te gage que t'es pas capable de la séduire, puis tu sais, de la dévierger, si tu veux. Puis là, lui, il dit, ben, c'est quoi le pari? Tu prends le pari. Fait que là, si, admettons, il réussit, ben là, il peut baiser avec elle. Puis s'il réussit pas, ben là, il donne sa voiture, son bijou, là, sa belle voiture. J'oublie le nom de sa voiture, mais une bonne voiture. Puis là, finalement, ben, ils vont tomber en amour, lui puis Reese Witherspoon. Puis, à travers... c'est un peu un film romantique, là, parce qu'ils tombent en amour. Puis là, au final, Reese, elle va découvrir le pari qu'il a avec sa sœur. Fait que là, ça va foutre la chiasse un peu partout. Puis à travers ça, ben là, t'as un autre gars qui tripe sur Selma Blair. Puis là, Selma Blair, c'est Sean... c'est un noir quand même connu à cette époque-là, là, mais Sean Thomas quelque chose. Mais là, il va se battre avec Ryan Phillips. Puis, c'est comme plus des relations un peu plus dramatiques, teenage. Là,
Mais c'est quand même, tu sais, c'est un film qui est bien monté quand même, puis c'est le fun. Ouais, c'est ça. Sean Patrick Thomas, c'est ça. C'est ça. Sean Patrick Thomas. Puis à la fin, ça finit quand même dramatiquement, là, parce qu'il y a une mort à la fin, puis il y a des blessés. Fait que, tu sais, c'est un film qui se veut, tu sais, c'est très moderne, puis ça parle pas comme, tu sais, ça parle pas comme la pièce de théâtre, mais vu que c'est des gens huppés, tu sais, qui ont de l'argent, tu sais, ils ont une espèce de franc-parler que, tu sais, ils parlent un peu de façon hautaine, là. Fait que c'est quand même le fun, là. C'est quand même intéressant comment le scénario est fait, puis comment les dialogues sont proposés aussi, là. Puis la fin est vraiment écœurante parce que là, Sarah Michelle Gellar, ben, elle a juste ce qu'elle a tout à mériter, tu sais, fait que tout le long du film, pour vrai, c'est vraiment c'est une grosse merde là, dans le film, puis t'espères juste qu'elle mange une claque à un moment donné ou de quoi de même. Puis à la fin, ben, c'est ça, elle a ce qu'elle mérite, puis c'est tout. Puis c'est un peu comme dans la pièce aussi, là, la méchante, elle a ce qu'elle mérite. Là. Puis, mais c'est ça, niveau modernité comparé à, mettons, à O, pour Othello, le niveau de façon, la façon de moderniser la pièce de théâtre, je trouve, était beaucoup mieux apportée dans Un Paris cruel que dans O, parce qu'ils n'ont pas voulu, admettons, aller à la même place que Baz Luhrmann, mais en voulant rester réaliste. Ils sont allés dans le réalisme pur et simple, puis ça fit quand même bien avec l'histoire de les liaisons dangereuses, parce que c'est moderne aussi, là, les gens baisent avec qui ils veulent, puis c'est encore plus aujourd'hui, là. Les gens trompent tout le monde, puis tout le monde qui a des relations sexuelles partout, puis à cette époque-là, ben, il y en avait là, des vierges qui se faisaient écœurer parce que t'es pru, toi, tu veux pas rien foutre, puis Dieu aime pas ça. non, mais c'est ça, là. Mais t'as aussi une scène quand même emblématique, là, une scène de lesbianisme là, entre Sarah Michelle Gellar et Selma Blair, là, un French qui a quand même été... non, pour vrai, ça a fait beaucoup jaser à cette époque-là. Là. C'est ça. Tout ce que j'avais à dire. C'était que... Ouais, c'est carrément, je le conseille à tout le monde. Buffy, là. Mais c'est quand même un vieux film, tu sais, 1999. Elle commençait aussi là, à faire Buffy, là, Sarah Michelle Gellar. Elle a commencé à être une star, tu sais. Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure, hein? T'es en retraite, je pense. T'es à la retraite. Oui, je pense qu'elle ne fait plus rien. Mais tu sais, elle a des enfants, puis elle a des enfants avec Freddie Prinze Jr. Ah ouais? Ouais. Et sa co-star dans I Know What You Did Last Summer, puis dans Scooby-Doo. Tu sais, dans Scooby-Doo, elle jouait Daphné, puis lui, il jouait Fred. Ça, je pense qu'elle fait surtout des voix. Ah, c'est vrai, ouais? Parce qu'en même temps, j'imagine que tu la vois, puis tu sais que c'est Buffy, fait que c'est dur après ça de détacher ça, là, mais... Ouais, ben là, c'est sûr, tu sais. Je pense qu'elle avait fait des films dans les années comme 2005. Je pense qu'elle a fait un film avec The Rock, puis Sean William Scott. Je me souviens plus c'est quoi le titre, là. Mais c'était pas un bon film. Southland Tales. Ouais, ça a l'air que c'était désastreux comme ça. Je l'ai jamais vu, là. Ah, je sais pas. Mais, tu sais, sinon, elle a fait Rage meurtrière, en 2004. Sinon, ça ressemble à ça, là, tu sais. Ouais, après ça, c'est quasiment juste des voix qu'elle fait ou genre des caméos. Ouais. Ben, il y en a qui disent... parce que son mari, Freddie Prinze Jr., lui tout, on le voit comme plus vraiment, mais lui, il a joué dans des séries plus, là, je pense qu'il jouait dans la série 24 heures chrono, des petits rôles secondaires. Mais lui, il a tout le temps été critiqué pour son jeu d'acteur parce qu'il était pourri, tu sais. En tout cas, ça serait écœurant, Un retour de Buffy, ce serait le fun. Ben, oui, puis non, tu sais, en même temps... Ah, tu parles de l'actrice, toi, ou tu parles de... Alors, de la série. Ben, moi, tu sais, il y a quelques années, il en parlait, tu sais, de faire un genre de remake, mais en film, là. Puis c'était Josh Whedon à l'époque, là. Lui, il est fini, là, à cette heure. Il est cancellé, d'après moi. C'est quoi qu'il faisait, donc, lui? Josh Whedon, il a fait... ben, c'est lui qui a créé Buffy, mais c'est lui qui a fait aussi... Avengers. Ah oui, c'est là, je l'aime pas, c'est pour ça. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, ok.
Mais son dernier film, c'était le Justice League qui a été au cinéma, puis c'était désastreux. Là. Puis ça a l'air qu'il y a eu plein d'allégations contre lui sur le plateau. Fait que d'après moi, il est fini. Mais ça reste que Buffy contre les vampires, c'était une bonne série. Puis c'est ça, il parlait de faire un genre de remake. Mais moi, parce que ça aurait du sens que Buffy, parce que Buffy, c'était comme une élue parmi tant d'autres à devenir tueuse de vampires. Puis après ça, il y a d'autres élus. Fait qu'il pourrait comme faire un revival là, de l'élu qui tue des vampires, mais ça pourrait pas être Buffy, parce que Buffy, c'est Sarah Michelle Gellar, tu sais. Ça va être comme dans Halloween, là, ça va être la vieille Buffy, puis avec... ça serait dégueulasse. Ça serait dégueu. Mais en même temps, il faudrait qu'il en fasse un avec du bon budget. Tu sais, le film de Buffy contre les vampires est sorti, je pense, en 95, 96. Puis, tu sais, les effets étaient vraiment affreux. Mais après ça, pour la série, ben là, c'est sûr, une série, ça a moins de budget aussi. Fait que, les vampires sont affreux et tout, là. Mais ça fait la job, tu sais. Excellent. Fait que là, je peux aller avec mon coup de cœur de la semaine. J'ai un gros coup de cœur cette semaine. Aïe, t'es sérieux? Ouais. Je n'ai parlé la semaine passée un petit peu. Neon Genesis Evangelion. Ouais. Je suis pas un gars d'animé dans la vie. J'ai regardé Pokémon, c'est minable, mais j'aime ça pareil, mais j'ai rien vu d'autre à part ça. T'as jamais écouté Dragon Balls ou Yu-Gi-Oh? Non. Non, mais non plus. Pas tant. Puis, dans ma revue 24 images, il y avait un article sur Neon Genesis Evangelion. Puis ça m'a comme donné le goût, puis ça, c'est Netflix. Fait que là, je me suis dit, je vais regarder. C'est 26 épisodes d'une vingtaine de minutes. Okay. J'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est comme le summum de l'animé japonais. C'est brillant, c'est fou. Là. Dans le fond, l'histoire, c'est comme des jeunes de 14 ans qui sont engagés pour piloter des genres de gros robots pour se battre contre genre d'autres gros robots qu'on ne sait pas trop c'est qui ces gros robots-là. Okay, des genres de Transformers? Ben, je veux pas dire. Je veux pas dire parce que ça va dire des punchs. OK. Puis, dans le fond, c'est les anges, c'est les méchants qui doivent se battre. Puis c'est comme des gros robots, puis les autres, ils veulent détruire l'humanité. Puis là, c'est les évangélions qui sont pilotés par les jeunes de 14 ans qui sont là pour sauver. Comme. Mais tu sais, ça a l'air épais de même, mais sauf que tout cet aspect-là de combat de robots, c'est secondaire complètement, puis t'es axé sur la psychologie des jeunes personnages, que c'est tout du monde extrêmement complexe. C'est tout du monde qui sont détruits, genre mentalement, qui sont pas bien, puis ils ont tous des problèmes de parents, leurs pères n'ont jamais été là, puis c'est dur pour eux autres, puis c'est dur à regarder aussi, c'est le fun. T'sais. Ah, c'est hot. Plus que tu avances, plus que ça devient psychédélique, puis tu rentres dans la psyché des personnages, puis c'est des épisodes vraiment bizarres. Tu sais, qui me rappellent un peu les épisodes fucked up de Twin Peaks, là, que tu regardes ça, tu comme qu'est-ce que je viens de regarder là, je comprends rien. Puis tu rentres dans ça. Ouais. Ben, les animes, c'est souvent ça. Hein. Ben, j'ai l'impression, j'ai pas tant regardé ça, mais tu sais, j'ai souvent vu sur Instagram des espèces de scènes, tu sais, les meilleures scènes, admettons, de Naruto, puis là, tu sais, c'est souvent des scènes, justement, tu rentres dans la psychologie du personnage, puis c'est comme un combat avec lui-même contre, tu sais, lui-même, là, dans sa tête, fait que... Sauf que là, c'est pas une scène, c'est un épisode au complet, que c'est juste des affaires bizarres, puis c'est comme, ils se parlent, puis il y a comme des gens qui arrivent, qui n'ont comme pas rapport, puis c'est pas dans la réalité qu'on connaît, t'sais. Puis c'est ça, puis il y a quelque chose de très philosophique que tu te poses des questions par rapport comme je suis qui, je fais quoi, puis pourquoi je suis là, puis est-ce que je mérite d'être là, puis toutes ces questions-là qui se posent, puis t'es comme oh fuck, c'est bizarre, c'est bizarre. Ah, ben c'est écœurant. Ça, je le conseille à tout le monde. Ça s'écoute très bien, 26 épisodes, c'est pas trop long. Puis le dessin, il est beau, parce que je me souviens avoir déjà écouté un truc animé sur Netflix, puis c'était vraiment affreux, là, c'était pas beau. Ben, tu sais, c'est sorti en 95, je pense. Fait que ok, c'est une reprise, c'est pas un Netflix, là. C'est Netflix que non, ils ont acheté, ça. Oui, non, ils ont acheté le projet, ouais. C'est ça. Ok, fait que les images, ça a l'air quand même pas pire. Ben, ça ressemble à. Ben, c'est mieux que Pokémon, mettons, là, mais c'est ça. Ouais. J'ai pas de référent d'animé, fait que je sais pas. Mais c'est vraiment excellent. Je le conseille à tout le monde. Voir, hein? Okay. Regarde ça, tu vas triper, je pense que tu vas vraiment aimer ça. Ben, c'est ça, comme je te disais, je l'avais mis dans ma liste. Fait que... Puis après ça, ils ont fait 2 films, 96 ou 97-98, je pense qu'il y a 2 films qui sont sortis. Je sais pas si ça. C'est comme ça reprend la série ou c'est comme après la série, je sais pas trop, mais je vais sûrement les regarder. Ils sont sur Netflix aussi. Ok. C'est Hideaki Anno qui fait ça, puis je pense que c'est un grand cinéaste japonais de l'animation. Ah ouais? Christy, ça vaut la peine.
Vraiment, je le conseille. Ça peut-tu Vraiment. initier, tu penses que ça peut initier les gens aux animes, là? Ah oui, vraiment, C'est vraiment, ceux qui vraiment. connaissent pas tant ça, puis... C'est ça. Puis, c'est pas une affaire stupide de combat, là, c'est vraiment complexe. Ouais. Psychologiquement, c'est vraiment intéressant. Moi, Hmm. comme je te dis, je suis pas un gars d'anime, là, je connais pas ça pendant tout, puis j'ai Ouais, rentré non, là-dedans, je puis sais, ça, j'ai je trippé bien sais. raide, là, tu sais. Je suis Ah vraiment ouais. là. Ah, Fait que, Christy. Neon Ben, Genesis Evangelion. ouais. C'est ça. Ben, pour vrai, c'est ça. Ben, ça me fait. Quand t'en parles, tu sais, de niveau psychologique, puis comme ça devient fucky, puis tout, tu sais, ça me fait penser. J'écoute en ce moment Moon Knight. Ah ouais. J'ai dit Moon Knight, mais c'est Moon Knight sur Disney+. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas. C'est peut-être pas aussi poussé que ce que tu me parles, là, mais ça reste que c'est un super-héros là, de Marvel. Mais tu sais, comment que la série est scénarisée, puis comment c'est filmé, c'est vraiment incroyable. Je pense que t'aimerais ça. Là. Mais tu sais, comme Ah je oui, te ça a l'air parlais, cool. là, Ouais. ben là, ils sont rendus à l'épisode 5. L'épisode 5, pour vrai, était capoté là, sur le top. Là. Tu rentres dans une espèce de cauchemar, puis là, plein de révélations, puis c'était écœurant. Mais tu sais aussi le fait que ce Je soit des conseille jeunes vraiment de 14 ans, là, c'est tout l'aspect éveil sexuel, puis tout, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ah Il y a ouais. des scènes quand même fuckées. Là, Ah ouais, ok. ah ouais. Vraiment. Ah, mais c'est 18 ans et plus aussi. C'est pas Non, non, si mais avec ça, là, mais c'est 18 ans et plus. Ah ouais, non, non, mais tu m'avais déjà acheté, Ben. Ouais. Arrête de m'en dire trop. Ouais. Ouais, Fait ben, que les animes, fait que, c'est ça, sont souvent. Les animes sont souvent violents aussi. Hein? C'est souvent. fait que, tu sais, toi qui aimes les hentai, c'est bon pour toi. Ouais, j'adore les hentai, j'adore ça. Ouais, fait que Ça fait la job. c'est ça. C'est Ça fait ça. la job. Fait que c'est ça que j'ai à dire sur Neon Aïe, Genesis aïe. Evangelion. Je le conseille. Fait que, ben, parfait, ça. Ouais. Parfait, fantastique. Fait que tu vas-tu nous jaser des deux films que tu les as vus? Ouais, sûrement. OK. J'imagine. OK. Ah, c'est cool. Ok. C'est cool. J'essaierai d'écouter la série avant ça pour t'en jaser. Ça se regarde bien. Vas-y, c'est pas très long. Ouais, ben, Ça se regarde bien. j'imagine. Une saison en plus. Ouais. C'est écœurant. Tu veux-tu j'aille mon dernier film? Si tu veux, moi, il m'en reste un aussi. OK. Il n'y a pas rapport avec, Non. avec ta série. OK. Non. J'ai été au cinéma. Ah J'ai oui. été voir, j'ai été voir le nouveau film de Liam Neeson, qui en anglais, ça s'appelle Memory, mais en français, ça s'appelle Mémoire meurtrière. Puis c'est quand même. C'est un film que. Tu sais, c'est Liam Neeson. Fait que, tu sais, ceux qui connaissent quand même le monde du cinéma là, dernièrement, tu sais, hollywoodien plus, là, ils savent que Liam Neeson, il fait beaucoup de films quand même par année. Puis, c'est pas autant que Bruce Willis ou Sylvester Stallone pour des films vraiment à petit budget plate, là, mais il en fait quand même pas mal. Là. Au moins un à chaque année là, qui sort. Puis c'est tout le temps pas mal le même rôle là, qui se répète, puis se répète. Puis, Ben, c'est le moi, personnage de j'adore Taken. ça. C'est le personnage de Taken qui Ouais, revient à chaque année. ben c'est ça. Tu sais, c'est comme depuis Taken qui est sorti. Taken est sorti quoi en 2007, genre? Non, 2009? Ben, je vais aller voir. 2008? Je pense que le premier est sorti en 2008, deuxième en. Non. 2008. Ah, 2008, ok. Ouais. Deuxième en 2010, genre. Taken 2 en 2012. Ah, 2012, ok. Ça a quand même pris longtemps. Mais tu sais, comme depuis 2008, Liam Neeson est vu comme une figure d'un acteur d'action, ok? Parce que Taken, que tu le veuilles ou non, c'était écœurant quand même comme film, là. Tu sais, c'était un homme qui voulait retrouver sa fille, puis c'est un homme, un expert c'est un garde du corps, mais il a fait de l'armée, le gars, il a fait des opérations spéciales, puis il est armé aux dents, là, puis il n'a pas peur là, du sang, puis Mais tu sais, dans le fond, il s'en va rechercher sa fille, tu sais. dans le fond, c'est juste qu'il vit la vengeance de sa femme depuis qu'elle est morte par procuration à travers les films. Là. J'imagine. C'est plate Ouais, à dire. peut-être. Mais... Peut-être. Mais c'est parce que, tu sais, Liam Neeson, tu regardes sa filmographie, tu sais, les années 90, là, la liste de Schindler, Dr. Kingsley, tu sais, c'est tous des drames sentimentaux ou des drames historiques, ou Qui-Gon, épisode 1, Star Wars. Tu sais, il n'a jamais fait
de films d'action vraiment avant l'enlèvement, tu sais. Puis, tu sais, il a quand même fait une petite pause là, de film entre, c'est ça, le meurtre de sa femme, puis, tu sais, le restant, tu sais, jusqu'à l'enlèvement. Mais là, après ça, tu sais, Taken, là, après ça, il a fait des films genre Unknown, il a fait tout plein de Sans non-stop. arrêt, c'est ça, ouais, c'est C'est ça. ça, non-stop, The Departed. Le Non, film c'était dans quoi? la neige, là, c'est quoi, là? Ouais, ça, c'est le sang-froid, en tout cas. Mais celui-là, il était pas bon, là, parce que c'était vraiment lent. Mais, tu sais, comme, à partir de. Il y a peut-être, justement, de ça, la poursuite. Ah oui, poursuite de sang-froid. Je pense que c'était ça, le film dans la neige. Puis Ah ça, c'est oui, sorti comme en. Cold Pursuit, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est comme sorti en 2018, genre. Mais depuis 2018, c'est ça, il fait des films que, tu sais, parce que ces films avant, ça valait quand même la peine, tu sais, au cinéma. Tu sais, c'était des bons divertissements d'action. Tu sais, c'était le fun. Ça faisait reposer la tête, tu sais. Puis, mais là, pour ça, de sang-froid, c'était vraiment à chier comme film. Tu sais, c'était sanglant, oui, mais il n'y avait comme pas de lien vraiment dans l'histoire. Puis là, après ça, il a commencé à faire des films que, tu sais, ça sortait, genre, direct en DVD, puis tu sais, c'est pas tant bon. Puis c'est tout le temps le même personnage qui revient. Tu sais, un gars qui connaît son métier, puis que, tu sais, il tue des gens, puis tu sais, il sauve quelqu'un au bout du compte, puis tout le kit. Puis là, je vois l'annonce, tout ça pour dire que là, je vois l'annonce ça fait une semaine, là, j'ai vu l'annonce. C'est un film, je l'attendais pas, là, ce film-là, mais il y a une semaine, j'ai vu l'annonce Memory, Liam Neeson, avec Guy Pearce aussi dans le film, puis Monica Bellucci aussi. Puis ça a l'air bon, tu sais, l'annonce, ça dit que c'est un tueur en gage, tu sais, puis il y a comme des pertes de mémoire. Fait que, ça a l'air intéressant. Puis là, je vois que c'est Martin Campbell qui est le réalisateur. Donc, là, tout de suite, ça dit le réalisateur de Casino Royale. Parce que Martin Campbell, c'est lui qui a réalisé L'œil du feu en 1995, qui est le premier Golden Eyes, là, qui est le premier film de James Bond de Pierce Brosnan. Puis il a réalisé aussi le premier film de James Bond de Daniel Craig, qui est Casino Royale, en 2006. Fait que ça date quand même. 2006, Les deux sont pas aussi bons un que l'autre, hein. Non, mais ils sont bons. Ils sont quand même bons, tu sais. Pourquoi c'est pour ça? Ouais, tu sais, GoldenEye, c'était pas terrible, mais Casino Royale, c'était incroyable. Oui, ben oui. Mais moi, j'ai tout le temps adoré GoldenEye, là, quand même. Je pense que c'est le meilleur de Pierce Brosnan. Là. Mais, tu sais, c'est sûr que Casino Royale, c'était écœurant comme film. Puis, tu sais, ça pétait, ça explosait, là, tu sais, pour un premier film de James Bond de Daniel Craig. Puis, tu sais, mais 2006, ça date quand même. Tu sais, après ça, là, il a fait d'autres films. Tu sais, il a fait des navets comme Green Lantern. Tu sais, c'était vraiment pas dans sa tasse de thé, d'après moi. Puis, tu sais, il a fait des films avec des grands retours, si tu veux, au cinéma, de vieux acteurs, comme, mettons, je pense que ça s'appelait La frontière des ténèbres, là, avec Mel Gibson. Fait que ça, je pense que ça date de 2010, 2011. Fait que, c'est un retour de Mel Gibson, si tu veux, à l'écran, comme qu'on voyait plus tant là, depuis des années. Fait que, c'était quand même c'est un film pas tant bon, mais c'est comme la vengeance d'un homme qui veut venger la mort de sa fille. Fait que, c'est quand même intéressant. Là, après ça, tu as eu d'autres films qui sont oubliables, mais. Ah, il a fait L'étranger là, avec Jackie Ben, Chan. c'est ça, j'allais dire L'étranger, 2017, avec le retour de Jackie Chan. Jackie Chan! Puis là aussi, c'est une vengeance. Fait que, il reste quand même dans les mêmes tons de ses films. Puis il a fait, je pense que c'est l'année passée, je t'en ai parlé, l'été passé, de Protégé. C'était ça, avec Michael Keaton. C'est quand même potable comme film, ça. Puis c'est un film de VVS Film, je pense. Fait que les VVS Film, bon, on s'entend, c'est pas tout le temps bon, là, c'est pas tout le temps incroyable. Mais des fois, ils font des bons bijoux. Puis là, ce film-là, c'est sûr, c'est un film d'action, comme un autre, mais c'est la vengeance d'une femme chinoise qui veut juste retrouver sa vie, c'est normal, puis venger son mentor, la mort de son mentor. Puis t'as Michael Keaton au moins dans le film qui donne vraiment un bon ton au film. Fait que là, quand j'ai vu que c'était lui qui réalisait Memory, là, je me suis dit, ça a l'air quand même intéressant pour un film. Puis Guy Pearce, je l'aime quand même beaucoup là, comme acteur. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un bon film, mais
Ben, ça fait longtemps que je l'ai C'est vu quoi? dans un film, en C'est fait. quoi son meilleur film qu'il a fait? Tu vas me dire Memento aussi. Non. Non, ben pour vrai, le dernier film que je me souviens d'avoir vu au cinéma, c'était dans Sans loi, avec Tom Hardy, Shia LaBeouf. Tu sais, en français, je ne me rappelle plus c'est quoi, là. Sans loi. Sans loi. Low. Lawless. Ouais, Lawless. Lawless, c'est ça, Lawless. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Non, je l'ai pas vu. C'est vraiment un bon film. C'est l'histoire, c'est basé sur l'histoire vraie là, de trois frères. Donc, je pense que c'est Shia LaBeouf, Tom Hardy, puis Patrick. Jason Patrick? C'est-tu Jason Patrick, son nom? Jason Clarke. Ah, Jason Clarke, c'est ça. Puis, c'est trois frères qui font leur propre alcool. Fait que, c'est dans le temps de la prohibition, c'est interdit, puis tout. Puis Guy Pearce, il joue si tu veux, pas un tueur à gage, mais un gars qui va aller comme un peu les intimider là, pour qu'ils avouent leur crime. Il travaille pour la police et tout. Mais c'est un gars violent dans le film, puis il jouait quand même carrément bien son rôle. Mais je t'ai parlé dans un podcast il n'y a pas si longtemps de LA Confidential. Ouais. Bon, ben, tu vois, Guy Pearce, c'était comme un de ses premiers grands rôles. Fait que c'est un critique de bon film aussi. Sinon, il a fait La machine à voyager dans le temps. C'était quand même le fun. La machine à explorer le temps. En 2001. Quand même pas pire. Mais il y a une face qu'on reconnaît quand même. T'sais. Puis là, bref, c'était comme son retour au grand écran. Ça fait quand même longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ah, mais il fait quand même beaucoup de films dans les dernières années. Là. C'est pas des gros films, il en fait beaucoup. Ben, Bloodshot. C'est vrai, il jouait là-dedans. Je m'en rappelais pas, mais c'était pas tant bon comme film. Mais tu sais, quand je regarde, mettons, 2022 jusqu'à 2015, il en a fait vraiment beaucoup. Là. Il a fait Mary, Queens of Scott, que j'ai pas vu. Ok, je connais pas. Il a joué dans Prometheus, me semble, un petit rôle. Ben, Prometheus puis Alien, là, il faisait le vieux. Là. Ah oui, dans Prometheus, il faisait Peter, le vieux, puis un des gars aussi là, sur la planète. Là, mais, Peter Wayland. Ouais, c'est ça. Il faisait le vieux. Mais c'est ça, des affaires pas connues, mais il fait quand même beaucoup de films. Ouais, ok. Fait qu'il est pas à retraite, là, les gars. Il fait vraiment. Non, il joue encore. Mais pour vrai, ce film-là, Memory, c'est. Je peux dire que Guy Pearce, il vole quand même un peu plus la vedette que Liam Neeson parce qu'il joue vraiment bien là, dans le film, puis son personnage est quand même le fun. Puis dans le fond, on pourrait croire que c'est un film qui parle juste justement de Liam Neeson qui tue des gens, puis que c'est. Mais pour vrai, non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, il y a beaucoup de personnages, puis l'histoire est quand même bien ficelée. C'est l'histoire justement d'un tueur à gages qui est Liam Neeson. Il commence à perdre un peu la mémoire, puis il a comme plus le goût vraiment de faire ça. Mais il continue, puis tu sens qu'il est sur le bord de la retraite, là, mais il accepte comme un dernier contrat, si tu veux, puis c'est de tuer une fille de 13 ans qui se prostituait pour son père. Son père, il la vendait, si tu veux, à des hommes, là, des hommes blancs, riches, tout. Puis t'as Guy Pearce, que lui, il travaille pour le FBI sur la frontière de El Paso, au Texas, là, entre le Mexique et El Paso, puis Mexico, puis tout. Puis dans le fond, lui, il a comme sauvé la petite fille de son père, puis là, la petite fille, ben là, c'est le contrat de Liam Neeson. Fait que les deux personnages vont s'entrecroiser. Sauf que là, Liam Neeson, il tue pas les petites filles, mais lui, il savait pas c'était quoi son âge. Fait qu'il il touche pas aux enfants ou aux femmes. Mais c'est un contrat, mais là, il a comme brisé son contrat. Fait que là, la gang de méchants qui voulaient tuer la petite fille pour faire disparaître les preuves qui ont été. Ils ont payé pour des relations sexuelles, mais là, ils courent après Liam Neeson. Puis là, Liam Neeson, il met des espèces de bouts de casse-tête sur les chemins du FBI pour leur faire comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la manigance, puis tout ce qui arrive. Mais c'est un gars qui perd la mémoire, fait que là, des fois, il fait des affaires, puis il s'en rappelle plus. Fait que là, c'est comme un peu... c'est frustrant, parce que là, il essaie de se rappeler. Puis... Mais le début du film est quand même long. Tu sais pas trop où ça s'en va. Au début, c'est un peu lent. Mais le film dure 1h54, fait que c'est quand même long là, comme film. Puis, mais je te dirais, après une demi-heure, ça commence vraiment à être bon. Puis là, l'histoire est vraiment comme enclenchée. Puis tu as Guy Pearce qui court après Liam Neeson.
en sachant pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, autour. Parce que là, t'as Monica Bellucci qui, elle joue, c'est comme elle la méchante, là, elle joue la femme riche, tu sais, qui a comme l'argent pour payer tout le monde, tu sais, fait qu'elle paye tous les policiers, elle paye tout plein de gens autour, là, fait que c'est quand même c'est un film d'action qui est le fun, tu sais, c'est un thriller, c'est violent aussi, là, tu sais, les scènes d'action sont bonnes, t'as pas tant de grosses scènes d'action à explosion énormes, tu sais, c'est plus des scènes où les gens se tirent dessus, puis mais, tu sais, Liam Neeson, il se bat, puis, tu sais, il est quand même encore en forme là, pour son âge. Fait que, toujours le fun. Hein? Il doit être proche de 70 ans. Ben, pour vrai, ouais, je pense qu'il a fin soixantaine. Là. Ben, tu sais, c'est comme The Expendable 4. Je sais pas si t'as vu, là, mais ouais. Le prochain sacrifié, ils ont sorti leur affiche. Là. C'est censé sortir au courant de l'année qui s'en vient. Là. Fait que je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais sur l'affiche, Sylvester Stallone, il est à la fin des noms là, en haut. Fait que là, les gens disent il va avoir un petit rôle, ça sera pas le gros personnage principal. Mais en même temps, ils ont tout tassé. Il y a comme plus de grosses vedettes vraiment. Là. C'est comme tous des jeunes, quand même, Tony Jaa, des acteurs un peu plus chinois. Mais tous les nouveaux vieilles stars qui étaient dans le dernier, ils sont même pas revenus. Il n'y aura pas Harrison Ford, il n'y aura pas Wesley Snipes, il n'y aura pas Terry Crews. Ils font-tu rentrer Hulk Hogan pour vrai? Je pense pas. Ah, donc, c'est juste un montage que j'ai là, mais j'ai comme Expendables 4 et j'ai Hulk Hogan dans l'image. Non, pour vrai, il y aura pas. Tu sais, il y a Megan Fox, mais on s'en fout, là, de Megan Fox. Ah. Non, pour vrai, c'est ça. Il n'y aura pas de grosses vedettes comme les 3 autres films. C'est ça que je trouve décevant. Ah, c'est tout des vieux de 80. Là, ben, je pense. Oui, je sais, mais tu sais, le but de ces films-là, c'est justement de faire revenir les vieux de la vieille, tu sais, puis que ce soit écœurant. Tu sais, il aurait pu faire. Il aurait pu faire. Ouais, non, je comprends. C'est ceux qui fassent comme stunt à 80 ans. Là, ben, je comprends, mais tu sais, Jackie Chan, il aurait pu venir, là. Jackie Chan, un combat entre Jackie Chan et Jet Li, ça aurait été écœurant. Je pense pas qu'on va avoir ça. Mais Liam Neeson, il a 69 ans. OK, quand même pas pire. Quand même. Ben là, tu sens que c'est sa fin un peu. Tu sais, il disait... parce que là, c'est plus sûr qu'on le voit de retour là, dans Obi-Wan là, en tant que Qui-Gon. Parce que là, il disait moi, je veux pas faire la série. Si je reviens, c'est dans un film. Mais là, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Là. À suivre, c'est bientôt. Hein? Oui, très bientôt. 27 mai. 2 épisodes. Écœurant à suivre. Mais bref, Mémoire meurtrière, c'est quand même un bon film pour vrai. J'étais agréablement surpris. Ben, j'imagine que tu sais ce que tu vas voir puis tu t'es servi. Là. Ouais, ben, tu sais, je m'attendais à un film du niveau de Liam Neeson des dernières années. Je m'attendais pas à grand-chose, mais selon l'annonce, je trouvais que ça avait l'air quand même très intéressant. Mais des fois, les annonces, ça a l'air intéressant, finalement, c'est de la merde. Là. Mais ce film-là pourrait, ouais, très bien ficelé, puis violent comme on aime. Que... C'est super. Guy Pearce, très bon rôle aussi, c'était le fun. C'est super. OK. Je parle avec mon dernier film, que je pense que c'est un film que tu apprécies beaucoup. Ouais, vas-y. Un réalisateur que tu aimes beaucoup aussi. Unbreakable de M. Night Shyamalan. Aïe aïe! Que j'avais jamais vu. Ben oui. Oui, vraiment. J'ai bien apprécié. C'est pas mon préféré de M. Night Shyamalan pour plein de raisons, mais je trouve que c'était vraiment le fun. Ouais. Comment faire un film de super-héros sans faire un film de super-héros, puis juste déconstruire tout l'aspect mythique d'un super-héros. T'sais. Exact. Tu sais, habituellement, le super-héros, il apprend comme, mettons, au premier acte qu'il a un pouvoir, puis après ça, il faut qu'il essaie de le maîtriser. Ouais. Puis là, mettons, dans le film, aussitôt qu'il le maîtrise, tant que le film finit, t'es comme, oh shit, t'es comme, pourquoi? Ouais, mais c'est ça, je trouve, l'espèce de concept que Night Shyamalan il a créé dans ce film-là, je trouve que c'est ça qui le rend encore plus intéressant. Tu vois quasiment plus du vilain que du super-héros. Tu vois plus de Sam Jackson, on dirait, puis que même si c'est l'Europunch, que c'est lui comme le vilain, mais tu t'en doutes là, à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, toute la prémisse du film aussi, puis le premier acte, je trouve qu'il est fascinant. Il commence un accident de train,
Puis il est tout seul qui survit avec rien. Puis là, c'est comme, hey man, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ça? Puis t'es comme dans la peau de Bruce Willis avec lui. Puis t'es comme, oh shit, c'est bien hot. J'ai vraiment aimé ça. C'est lugubre aussi, comme on connaît des premiers films de Night Shyamalan. Tu regardes Le Sixième Sens, ça a la même teinte un peu. C'est maussade, c'est triste, il pleut tout le temps, c'est sale. C'était le fun, je trouve, comme ambiance. Ouais. Ben, puis, tu sens aussi l'amour des comics où il y en a tout plein partout, puis ils en parlent, puis c'est le fun. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. La relation aussi qu'il y a avec son fils, c'est comme. Ouais. C'est un homme incassable, mais il n'y a comme pas d'émotion non plus. Fait que... La scène où est-ce que son gars veut le tirer au gun, là, je suis comme, c'est bien. En train de virer fou. Ouais, non, c'est un bon film. Puis c'est ça, comme je te disais, je te conseille quand même Split, même si, c'est un gros punch, là, mais c'est le punch de fin, là, dans le sens qu'on voit que c'est dans le même univers. T'as Split, qui est James McAvoy, qui joue comme 26 personnalités différentes. Puis, là, après ça, t'as le troisième acte, que c'est Glass, que là, c'est Monsieur Glass. Que... Il sort de prison ou quoi? Ben non, les trois sont comme pognés dans... Ben là, je veux pas te spoiler rien, mais les trois sont dans un asile psychiatrique pour... Juste pour ces trois-là, c'est comme un établissement de gens comme anormaux, là, fait que sont comme pognés là, puis fait que les trois, ils vont vouloir se tuer, genre, mutuellement, mais là, t'as M. Glass qui va monter, le gars à différentes personnalités contre Bruce Willis, fait que là, c'est comme une guerre à trois, mais c'est un peu moyen, là, comme film, il n'y a pas tant de gros punch non plus final, là. Même dans Split, il n'y a pas tant de punch à la fin, c'est comme. Ça passe. Ouais. Ça passe. Dans Unbreakable non plus, il n'y a pas de punch tant que ça. C'est juste que le concept est vraiment cool. Là. Ouais, non, c'est ça. Ben, le punch dans Unbreakable, c'est surtout pour ceux qui avaient. C'était la première fois qu'ils voyaient, mettons, au début. Là. Le gros punch, ça a l'air que c'était Sam Jackson qui était le méchant. T'sais. Personne ne s'attendait à ça. Pourquoi? Ça, c'est clair. Là, ben, je sais, mais c'était ça, à la fin, quand il y a une bombe là, avec lui, puis il veut se faire sauter, puis tout. Surtout l'aspect des contraires, mais c'était sûr que c'était le méchant. Là, ouais. C'est même ça marche dans les films de super-héros. Mais c'était comme je sais pas, les gens, ils étaient farfelus, en tout cas. Parce que quand tu regardes, moi j'ai déjà vu des top 10 là, des meilleurs punch de Night Shyamalan, genre, puis là, ce punch-là, il se retrouve comme niveau 4, 3 ou 4, là. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est comme le premier, c'est Sixth Sense, parce que c'est un Christy Punch. Deuxième, je pense, c'est Sing, vu que c'est comme des extraterrestres, mais ils aiment pas l'eau, là, ou je sais pas quoi. Là. Ils sont là pour l'eau, je me rappelle plus. Ils se pissent du doigt, là. Ouais, ouais, c'est ça, eux autres. Mais ouais, Unbreakable, Christy film, pareil, ouais. Moi, je pense que mon préféré, ça reste La Visite. Juste, je pense que c'est même pas aussi bon, sauf que j'aime tellement ce film-là que c'est mon préféré. Ouais, ben c'était le fun à écouter, ouais. Ouais. T'es écœurant. On se lâche jamais. Non, toujours. T'avais pas vu Old? Non, je l'ai pas vu encore. Son dernier film là, qu'il a fait. Éventuellement. C'était quand même bien. C'est quand même bien. Ça faisait la job. Éventuellement. OK. Qu'est-ce que c'est cool pour la semaine prochaine? Ben là, c'est quelque chose que je parlerai pas, mais je veux juste mentionner que je regarde la série des Kardashians. Aïe aïe! Tabarnache! C'est tellement minable, mais j'adore ça. Ok, je regarde la semaine prochaine. Je sais pas, y a-t-il quelque chose de planifié? Je pense pas. Hein? Il n'y a rien vraiment de planifié dans la vie. Moi, je m'en vais voir Doctor Strange. Ah, c'est vrai, ça sort vendredi. Peut-être que je vais regarder le premier. Ça se peut que je regarde le premier. Ouais, ben ça serait intéressant que tu écoutes le premier, puis WandaVision. Tu pourrais peut-être faire les connexions. WandaVision, pour vrai, ça s'écoute vraiment vite. Puis sinon, c'est ça, moi aussi, je pense que je vais regarder le premier, puis peut-être quelques... je vais peut-être écouter mes meilleurs films de super-héros de tous les temps, parce que on ne sait pas c'est quoi qui va apparaître dans Doctor Strange, parce que il y a une rumeur comme quoi il y a plein de petites apparitions là, d'anciens personnages puis des autres univers. Là, je vais peut-être écouter un Fantastic Four des années 2005.
Je vais peut-être écouter un X-Men, tu sais, mon préféré, le deuxième. Parce que, tu sais, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi il y a plein d'apparitions. Puis je suis excité de savoir c'est qui qu'on va voir. Là, je viens de voir que le film est banni en Égypte. Fait que, je sais pas pourquoi. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. Ah, ben, c'est parce que c'est comme. Voyons, c'est quoi déjà son nom? C'est Chavez, là, qui est la petite fille dans Doctor Strange, qui joue une espèce de super-héros un peu à la Captain America, là. Mais ça a l'air qu'elle est lesbienne dans le film. Fait que les autres n'aiment pas ça. Ouais, ben, j'avais lu qu'en en Arabie Saoudite, ben, en Chine, en fait, là, toute la Chine. C'est quoi le rapport à l'Arabie Saoudite et la Chine? Non, je sais, mais ils ont parlé en Arabie Saoudite puis en Chine. Comme quoi, ils ont demandé à Disney d'enlever cette scène-là qui reflétait ça. Puis Disney a refusé, ça a l'air. Fait que. C'est le diable. Peut-être pour ça qu'en Égypte aussi, là, ils l'ont. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça, là. Ouais. Ils ont sûrement. Parce que j'ai vu aussi, tu sais, je te disais dans Fantastic Beasts 3, Dumbledore, il dit qu'il est gay, tout, là. Ben, il dit pas je suis gay, mais il dit je l'aimais, on s'aimait. Mais je pense qu'en Chine, ils ont enlevé cette scène-là. Ils ont comme coupé. Puis, tu sais, Warner Bros. N'ont pas de couilles. Fait qu'ils ont dit ah, ben ouais, ok, couper cette scène-là, on s'en fout. L'argent qui mène, c'est ça. Ouais. Ça doit être bizarrement monté, par exemple. Il pense Grindelwald, j'ai de quoi te dire. Oui, ok. En voulant dire le montage, ça doit être bizarre. Ouais, non, je comprends. Mais bref. Fait que c'est ça. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'ai hâte de voir en estique. Je vais peut-être écouter. Je vais peut-être me faire, mettons, une semaine de. Parce que c'est Sam Raimi, le réalisateur. Fait que. Peut-être écouter Evil Dead. Ah ouais. Ouais, j'aime bien ça. C'est bon. Checker ça, là. Il y a tant de choses à regarder dans la vie, là. On n'a jamais assez de temps pour regarder tout ce qu'on veut. Là. C'est vrai. C'est vrai, en estique. Mais ça, on se prépare au meilleur et au pire. Fait que. À suivre. À suivre avec plaisir. Sinon, non, c'est ça, j'avais pas d'idée. Fait qu'on verra ça le prochain épisode. Des belles surprises. 71. 71. Salut. Hey, bon podcast. Yes, sir. Qu'est-ce que tu regardes?